pourquoi pas. Et donc j'ai arbitré sur le tournoi, ça m'a plu. Le gardien, au final, il a fait la fête avec vous ou il est allé aux urgences? J'ai plus de souvenirs s'il était là le soir-là, après quand on a fait la fête, on a pris la camionnette, etc. Mais c'était une soirée assez mémorable. Il y a un joueur qui a fini dans le jacuzzi avec les chaussettes. Et on voit justement cette situation à la 90e, le coup franc, le ballon, le gardien qui est au final gêné par son propre défenseur. Et au final, moi, à ce moment-là, j'étais aussi dans une période où je me suis dit, est-ce que c'était vraiment pas trop tôt, même s'il y avait des résultats, même si c'était bien, est-ce que c'était vraiment pas trop tôt l'expérience de numéro 1? Alors maintenant, est-ce qu'après 4 ans après ou 5 ans après ce barrage-là, je redirais la même chose? Je pense pas. Je pense que je dirais au mec d'assurer le coup et on va au péno et puis advienne que pourra. Samuel Scholler, avec qui j'ai toujours eu de très bons contacts et qui a été une personne importante dans mon cursus d'entraîneur, que je savais au Progrès Niederkorn, m'appelle. Mais si demain je dois faire toute ma vie en étant à ces niveaux-là et que je dois travailler, je le ferai aussi. Et moi, je regarderai juste mon parcours et je me dirai que ce que j'ai fait, je suis fier. Il a dit petit, va faire un bisou au filet. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui présente les personnalités du football amateur et professionnel. Dans un premier temps, je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. N'oubliez pas maintenant que je suis aussi sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez m'écouter sur Spotify, sur Deezer et Apple Podcast. Et aujourd'hui, je suis reçu par le club qui est au Luxembourg, qui est l'Avenir Beggen, qui joue en 2e division luxembourgeoise. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre Trépody, entraîneur adjoint de l'Avenir Beggen. Comment ça va, Pierre? Bon, ça va, très bien. Et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. On va retracer un petit peu ton parcours. Et la première question que je voulais te poser, c'est un parcours qui est assez atypique, puisque tu signes ta première licence de joueur qu'à l'âge de 16 ans. Est-ce que tu peux nous raconter dans un premier temps ta jeunesse et pourquoi tu as commencé le football aussi un peu plus tard en club? Tout simplement parce que j'étais interdit de foot jusqu'à l'âge quasiment de mes 14 ans. Et j'ai eu des problèmes de santé quand je suis né. J'ai eu des problèmes au cœur qui m'ont coûté une opération, pas à cœur ouvert heureusement pour pas avoir de cicatrices à vie visuelle, mais par contre qui m'a coûté quand même une partie de ma jeunesse où j'ai pas pu faire de sport comme le football, un sport où j'ai quand même très vite accroché. Et au final, vu que j'ai commencé le football très tard, c'est-à-dire j'ai fait ma première licence joueur à 16 ans, mais j'ai déjà eu une licence d'arbitre avant, quand j'avais 14 ans. Avant ça, je faisais du judo. Je crois que j'ai commencé de mémoire le judo vers mes 7-8 ans. Et ouais, jusqu'à mes 12-13 ans, j'ai fait du judo, mais en parallèle de ça, je faisais beaucoup de sport à côté, c'est-à-dire j'étais à tendance hyperactive. Donc c'est aussi pour ça que j'ai dû m'orienter vers le judo, pour essayer de faire un sport qui me canalise, etc. Et du judo, vers mes 12 ans, moi j'étais, depuis tout petit, j'avais un rêve qui était pompier, parce que dans ma famille, on avait des gens qui étaient pompiers. Et moi, je rêvais de ça. Et quand j'étais petit, voilà, j'avais ma panoplie de camions de pompiers, comme tout enfant. Mais moi, vraiment, je voulais vraiment faire ça. Et à mes 12 ans, il y avait les jeunes sapeurs-pompiers qui existent toujours aujourd'hui. Peut-être que ça a changé de nom, mais je suis pas sûr. Et je suis rentré aux jeunes sapeurs-pompiers de Haute-Daltiche. Et donc, de mes 12 à 16 ans, j'y étais. Donc forcément, entre le judo, les jeunes sapeurs-pompiers, il fallait faire des choix aussi à un moment donné. Donc c'était compliqué parce que déjà ça faisait longtemps que j'étais dans le judo. Plus j'avais démarré les pompiers, de pouvoir faire une licence de joueur avant, il fallait faire un choix. Et je suis arrivé un peu comme ça dans le foot à l'âge de 14 ans en démarrant en tant qu'arbitre. Et au final, après à 16 ans, parce que tout simplement j'ai arrêté le judo entre-temps. Et le judo, tu t'es arrêté à quelle ceinture? Vert bleu. Vert bleu, ok. Ouais. Pourquoi pas aller jusqu'à la noire? Parce que j'avais plus spécialement le temps après, avec le foot qui est rentré dans l'équation. Donc il fallait faire un choix et à un moment donné, mon cœur était plus orienté vers le foot, vers quelque chose un peu plus de nouveau et d'autres sensations. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu à bifurquer et arrêter le judo pour aller au foot. Et entre-temps, également, j'ai continué mon cursus chez les jeunes sapeurs-pompiers, où j'ai fait jusqu'à mes 16 ans. Et après, où je suis rentré pompier volontaire, voilà. Et donc après, j'avais un peu plus de temps et ça s'est fait comme ça. Et j'ai signé ma première licence qu'à 16 ans. Donc
c'est un peu paradoxal, mais voilà, ça m'a pas empêché de pouvoir être dans le foot avant, parce que j'allais voir beaucoup de matchs, j'allais voir des copains jouer. J'ai joué quand même avec des copains à l'extérieur. Mais en club, j'avais pas d'autorisation et donc bon, voilà, on fait comme ça, on fait Et avec. le fait que tu as eu des problèmes de cœur depuis ta naissance, ça t'a pas un peu freiné justement dans la cour de récré, à l'école primaire, etc. Tu as pu faire toutes les activités physiques ou tu étais, De- souvent un peu limité à cause de ça? Non, il y a eu quelques activités que j'ai pas pu faire au début. Après, la chance que j'ai eue, c'est que voilà, j'ai été opéré à Paris à l'âge de 2 ans par 2 professeurs qui m'ont entre guillemets permis d'éviter d'avoir des séquelles. Et donc, ce qui fait que c'était plus une précaution de la part du cardiologue de pas vouloir, quand j'étais encore jeune et pas Ouais, c'était de la de me prévention, former ouais, par rapport à ça, plus ouais. pour pas faire de sport. Mais bon, ça m'a vraiment jamais vraiment mis de frein parce que dans le sens où quand je jouais au foot dans la cour de récré, voilà, on est des enfants, il n'y a pas non plus l'intensité qui pouvait être demandée en match ou des choses comme ça. Et c'était du plaisir, donc j'y pensais pas vraiment. Je pensais jamais que voilà, il pouvait m'arriver quelque chose ou quoi que ce soit. Et j'essayais de pas y penser. Mais non, je l'ai jamais fait avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais bien sûr, tout peut arriver. Mais voilà, non, ça m'a jamais trop freiné en tout cas là-dessus, quoi. D'accord, tu nous dis du coup tu es devenu arbitre, c'était à l'âge de 14 ans que tu as commencé? Ouais, en fait, j'ai Et comment ça commencé. s'est passé? Dis-nous un peu combien de temps tu as été arbitre? Ben, en fait, tout bêtement, bon, moi qui ai grandi à Aunaltiche, il y avait un café qui s'appelait la Croix-Blanche. C'était le café des supporters de la JS Aunaltiche et du FC Metz. Et souvent, mon père allait là, donc je l'accompagnais, donc je croisais forcément des gens d'Audin. Et moi, j'allais toujours voir les matchs d'Audin. Et puis un jour, à Audin, tous les fins de saison, donc vers le mois de juin, il y avait le tournoi des mineurs. Audin, c'est une ville où il y a eu, voilà, il y a eu la mine, ces choses-là. Donc il y avait toujours un tournoi pour leur rendre hommage. Et c'était Philippe Louis, à l'époque, qui était au club, bénévole, et qui dit: on recherche des arbitres pour le tournoi, est-ce que ça t'intéresse? Et moi, je dis oui, pourquoi pas. Et donc j'ai arbitré sur le tournoi, ça m'a plu. Et de là, après, à l'époque, je crois que c'était encore Patrick Mangenot qui était président, qui, avec Jean-Pierre Velcher, le secrétaire, Audin cherchait des arbitres. Et Jean-Pierre est venu me voir, il m'a dit: est-ce que tu veux faire arbitre? Ça t'intéresse? Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et ça s'est fait comme ça, j'ai bien aimé. Après, c'est Christophe Lampson qui était au club, qui était arbitre au club, qui m'a pris sous son aile, qui m'a formé, qui m'a aidé, qui m'a permis aussi d'avoir un peu des bons filons, d'apprendre les règles du jeu, parce que c'est important, il y a beaucoup de choses à savoir. Et ça s'est fait comme ça. J'ai passé mon examen à l'époque, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était au stade de Graine-Tranche, encore à Thionville. En tout cas, les cours étaient là-haut, et il me semble que l'examen, je l'ai passé aussi. Et à 14 ans, bon, j'ai reçu ma première licence d'arbitre. Dessus, c'était marqué très jeune arbitre du district mosellan, que c'était encore en format papier. Et voilà, j'ai démarré comme ça. Mon premier match, c'était à l'époque Weimeren. Je ne pouvais pas jouer où ils sont là, route du Buchel. Ils jouaient encore au stade de Graine-Tranche, sur le synthétique. Et c'était un match de U15 et c'était CS Weimeren contre l'US Cattenom. Et c'était mon tout premier match d'arbitrage. Et j'avais eu Christian Kucharski, qui était à l'époque un arbitre qui a souvent fait la division d'honneur, avec son fils d'ailleurs, Maximilien. Je ne sais pas s'il est encore arbitre. Mais c'est lui qui a été mon observateur et ça a été mon premier observateur. Et j'ai gardé un très bon souvenir de lui. Entre-temps, après, j'ai appris qu'il était reparti en Pologne. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, voilà, ça a été mon premier observateur. Et après, j'ai fait quasiment presque, je vais dire, 3 ans d'arbitrage. Et il fallait toujours essayer, parce qu'il faut faire un quota de matchs dans la saison pour compter pour son club. Et moi, avec à l'époque, quand j'ai démarré, les pompiers, le judo, l'arbitrage, ben, sur le week-end, c'était serré. Et comme les dimanches après-midi, j'avais pas forcément envie d'arbitrer, je voulais aller voir Aunaltiche jouer. Donc c'était souvent le dimanche matin ou les samedis après-midi quand j'avais le temps, parce que le samedi matin, j'avais les cours aux jeunes sapeurs-pompiers, et des fois les après-midi, puisqu'on avait aussi un concours, c'est-à-dire on avait le championnat départemental, régional et France aux pompiers de manœuvre. Et donc on avait une équipe que voilà, le formateur choisissait, sélectionnait 11-12 personnes. Moi, j'avais été sélectionné dedans et on se préparait pour faire le départemental, et puis si on se qualifiait, le régional. Et donc, c'était les samedis après-midi. Donc, ce qui fait que j'avais forcément des fois que le dimanche matin pour aller arbitrer. Donc, ça faisait des week-ends très chargés. Mais voilà, j'étais à tendance hyperactive, donc ça me permettait de pouvoir dormir tranquillement le week-end et de profiter pleinement aussi de ma jeunesse. Ok, à 16 ans, tu commences également à entraîner des jeunes, donc ça veut dire que tu as arbitré et que tu entraînais ou tu as arrêté au moment-là l'arbitrage pour entraîner des jeunes? D'où est venue cette envie de transmettre aussitôt et pourquoi
Bah, pourquoi d'un coup, tu as arrêté arbitre et tu t'es dit, ah, bah, je vais aller vers l'entraînement? Ben, en fait, vu que quand j'ai eu l'autorisation de pouvoir jouer au foot, voilà, quand on est jeune, on a tous un rêve, c'est de finir footballeur pro. Moi, je me suis dit, à 14 ans maintenant, finir pro, ce sera quasiment impossible. Donc, il y avait beaucoup trop de retard. Moi, j'avais toujours suivi mes copains quand ils allaient jouer. J'allais voir leurs matchs, j'allais voir mon petit cousin. Et en fait, je suis vraiment arrivé là-dedans par rapport à mon petit cousin parce que j'allais le voir à l'entraînement, j'allais le voir jouer depuis qu'il avait 9-10 ans. Et à un moment donné, quand il était sur la génération des U13, c'était Andy Basson qui était le coach. Il avait personne pour l'aider et moi je m'étais proposé et j'ai dit écoute, si tu veux, je peux t'aider, etc. Lui avait dit oui, mais en partie de ça, j'étais toujours arbitre. Et donc forcément, les samedis après-midi, soit j'étais au pompier, soit j'étais à l'arbitrage parce qu'il fallait faire des matchs pour Odin et pour compter pour le club. Et donc, j'allais pas sur les matchs à l'époque avec Andy, mais par contre, la semaine, j'étais là à l'entraînement, je donnais un coup de main. Et en parallèle de ça, les dimanches après-midi, ben, on va dire, tu vois, j'étais un peu, pas l'intendant, mais voilà, je me mettais pas dans la tribune au fauschaire, j'étais côté des vestiaires, je regardais le match de derrière le but, c'était là où il y avait les joueurs qui venaient se changer, etc. Donc, je gérais un peu ce coin-là. Et je me suis retrouvé au final à faire cette demi-saison-là avec Andy, qui à la fin de la saison a arrêté. Il y a eu un nouveau coach en U13. Et moi, à ce moment-là, je me suis complètement retiré, entre guillemets, du fait du coaching, tu vois, parce que, bon, voilà, aucune expérience, j'ai juste aidé. Et le début de la saison suivante, donc j'étais toujours arbitre, et il y avait Ronald Martinelli, qui était le coordinateur des jeunes, qui m'appelle, je me rappelle, dans l'urgence, le samedi matin et qui me dit écoute Pierre, on n'a pas d'éducateur pour les U13, l'après-midi ils ont leur premier match de championnat, est-ce que ça te dérange d'aller juste le temps d'un match? Moi je suis arrivé, je connaissais pas les joueurs, il y avait, je crois qu'il y avait 7 ou 8 joueurs le jour-là, c'était le premier match et en fait je me suis retrouvé avec eux à les coacher et là en fait j'ai vraiment pris énormément de plaisir et j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça peut m'intéresser et derrière ils ont trouvé un autre coach qui s'appelait Alexandre de Almeida. Et en fait, on a travaillé ensemble sur la saison avec les U13-2 et ça a été une superbe saison qu'on a fait ensemble. Je crois qu'on a fini 2e ou 3e au championnat promotion chez les U13 à l'époque-là. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, j'ai plus jamais lâché le banc de touche et ça a amené où ça m'a amené aujourd'hui. C'est ça, tu lâches pas le banc de touche. 2016 à 2019, tu intègres aussi le staff de l'équipe première de la JSO Dunoise à seulement toujours 16 ans. Comment à ton jeune âge, tu te retrouves aussi sur un banc senior, parce que c'est quand même pas commun. Souvent, généralement, à l'âge-là, on est encore en train de jouer en jeune, et puis après, on espère pouvoir. Il y a quelques seniors quelques jeunes à 16 ans qui arrivent à devenir seniors, qui sont pas tout de suite entraîneurs. C'est quand même super jeune pour devenir entraîneur. En tout cas, t'es dans le staff, Ouais. C'était quoi déjà ton poste plutôt dans cette équipe première? Et du coup, dis-nous un peu ton expérience. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 3 ans? En fait, ça a démarré tout bêtement. J'ai commencé à intégrer au début le staff parce que forcément, je faisais toujours les déplacements avec Odin, j'allais les voir ou à domicile, j'étais là. Et donc, on va dire, il n'y avait plus grand monde parce qu'Odin, début des années 2000, pour remettre dans le contexte, c'est un des grands clubs du football lorrain. Parcours en Coupe de France, 3 ou 4 montées d'affilée de la promotion d'honneur jusqu'à la CFA2. L'équipe B qui enchaîne les montées aussi jusqu'en promotion d'honneur. Donc, c'était un gros club avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens autour. Et quand il y a des dynamiques, forcément, il y a toujours du monde. Mais quand c'est dans le sens inverse, tout le monde part un peu à droite, à gauche. Malheureusement, il y avait de moins en moins de bénévoles, il y avait de moins en moins de personnes pour travailler au club. Et en fait, ça a démarré. C'était encore Patrick Mangenot, le président. Et Odin vivait une saison très compliquée en promotion d'honneur régionale à l'époque. Et Gilbert Frey se reprend l'équipe à 8 ou 9 matchs de la fin. Et en fait, Odin se sauve à la fin de la saison et Gilbert, ça a été un peu, je vais pas dire le pionnier, mais en fait c'est le premier vraiment qui m'a appris un peu en disant, viens fêter la victoire avec nous dans le vestiaire, c'est un peu tu fais les déplacements. Donc en fait, j'ai commencé à intégrer un peu les seniors à ce moment-là. Et voilà, donc j'étais proche du groupe, j'étais là, je vivais les émotions, ces choses-là. Donc en plus d'être supporter, pour moi c'était superbe. Et en fait, Gilbert à la fin de la saison du coup est parti et c'est Walter Di Luigi qui est arrivé. Et moi, j'ai un peu refait la même chose que je faisais là, c'est-à-dire je venais aux entraînements, je donnais un coup de main, voilà, je débarrassais le matériel, ces choses-là. Et en parallèle de ça, voilà, j'étais quand même un grand passionné de sport. C'est-à-dire que
Par exemple, typiquement, j'avais peut-être 12-13 ans quand j'étais plus jeune, tu vois, mais je regardais toujours le lundi sport dans la République à Lorrain, je regardais les buteurs, les résultats, ces choses-là. Et donc d'ailleurs, je m'amusais même, je découpais les articles, conservais les articles, donc il y a plein de choses comme ça. Et donc ça m'a permis aussi, après plus tard, de connaître beaucoup de joueurs par rapport à ça. Et donc au final, Walter a repris l'équipe. Moi, je suis resté. Il y avait Vincent Spano qui l'accompagnait, qui était à l'époque son adjoint, qui était un ancien joueur d'Audun. Et en promotion d'honneur régional, moi je les accompagnais, même pour les déplacements, ces choses-là. J'ai pris beaucoup de plaisir. Là, j'étais déjà un peu plus intégré, on va dire, au staff, mais sans réellement avoir de choses sportives. Voilà, j'étais là, et il fallait des gens pour aider. Et comme je te dis, tu vois, c'était une saison très compliquée. Jean-Pierre avait repris la présidence, il y avait plus beaucoup de bénévoles. À 16 ans, je me suis retrouvé avec un trousseau de clés comme ça. Jean-Pierre comment? Velcher. Ok. Et c'était le secrétaire. Après, il est devenu président. Et quand il a repris la présidence, donc Walter De Luigi était devenu l'entraîneur. Et c'était une saison très compliquée. Il n'y avait plus de bénévoles. Moi, je me suis retrouvé avec un énorme trousseau de clés. Et des fois, même le mercredi après-midi, tu vois, on faisait des affiches pour les matchs du dimanche. Donc, on me demandait, c'était la mairie qui faisait les affiches et tout. Moi, j'allais les chercher avec mon vélo, je les mettais dans le sac à dos, puis je faisais le tour du village, je les déposais chez les commerces, etc. pour justement, Tu tu vois. faisais tout seul sur ça? Ouais, ben, en fait, Ça te prenait combien de temps à livrer tout le monde comme ça en vélo, ça va. Si je mettais peut-être 1 heure, voilà, le temps de. Ah, mais t'en d'arriver. mettais combien des affiches? Ouais, une quinzaine. Ah, avec ça va, parce que moi je me rappelle avec mon club, il y a quelques temps, avant tout, ce que je faisais, c'est que des fois pour promouvoir des matchs, on imprimait 200 affiches. oui, Et avec un pote, dans tout le village, on y allait à pied et on les mettait dans toutes les boîtes aux lettres. Et je te le dis, ça nous prenait pas 1 heure. Non, mais moi, je faisais vraiment le tour que des commerces avec Ok. mon vélo, etc. J'allais déposer, bon, et voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Et je me suis retrouvé, j'étais toujours arbitre, plus j'accompagnais la première équipe. Et malheureusement, je crois, un peu dans le même scénario que l'année d'avant, à 8 ou 9 matchs de la fin, Walter démissionne. Voilà. Les résultats, malheureusement, ne suivaient plus. C'était compliqué au club. Je pense que c'était un cocktail de tout, parce que Walter, c'était un très bon coach et il n'y avait rien à redire là-dessus. Mais c'était un peu un cocktail de tout et le club était malade aussi, ça c'est la réalité. Et c'est Samuel Scholler, en fait, qui est un ancien joueur du club, qui avait déjà fait son expérience un peu au Luxembourg, qui était à l'époque à Chifflange. Et en fait, son aventure à Chifflange s'était arrêtée. Et en contrepartie de ça, il avait les U13 honneurs régionales à Audun. Et donc, en fait, on s'était croisés à ce moment-là parce qu'il avait les U13 honneurs. Moi, j'étais sur les U13-2, donc on s'était un peu côtoyés. Et lui reprend la première équipe. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne. Moi, je lui dis, écoute, je propose un peu mes services en lui disant, si tu veux, je peux t'aider. Moi, je connais un peu les joueurs, ça fait quelques temps que je suis là. Et il me dit oui. Et c'est pour ça que ça m'a été important aussi, il a été aussi important dans mon parcours. Parce que si, à ce moment-là, il me dit pas oui, ou si les choses se passent pas comme ça, peut-être que je suis pas là où je suis aujourd'hui. Et il a été important. Il m'a intégré à son staff. Il a fait venir Thierry Glé, qui était son adjoint à Chifflange et avec qui il avait énormément partagé de choses dans le staff également. Donc moi, en fait, je les ai accompagnés. Donc j'ai appris énormément avec eux. Et voilà, Thierry m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses de Sam sur ses causeries, sur sa façon d'entraîner. Donc ça a été vraiment la première réelle expérience où je me suis retrouvé vraiment un peu plus sportif. On dira en deuxième adjoint, on dira ce qu'on veut, mais voilà, j'étais intégré sportivement vraiment, des fois pour les discussions, etc. Et donc Sam, en plus, on fait 8 matchs exceptionnels, puisqu'on perd une fois, on fait 6 victoires d'affilée, et on fait match nul à la dernière journée, et on se maintient quasiment à l'avant-dernière journée chez nous à Audun dans un match complètement fou, parce qu'on est en concurrence directe avec Marange, on reçoit Marange à la maison. Pendant 80 minutes, on est dans le camp de Marange, on marque pas. Un scénario, voilà, en plus il y avait du monde, parce que Audun n'était jamais descendu en district. Ils étaient montés du district au championnat Ligue, mais il y avait plus de 100 ans, donc mais pas l'inverse. Et en fait, on encaisse un but à la 80e. Le gardien qui était Mathieu Gelst à l'époque, je crois, se luxe l'épaule. Donc on est complètement abattu. Scénario, voilà, on se dit ça y est, c'est fini. En plus, voilà, il n'y a pas de gardien remplaçant. Mathieu finit le match tant bien que mal avec le bras
dans le dur, quoi, comme ça, en se tenant. Ah ouais, mais on n'est pas venu le soigner ou un... Si le coach il est rentré complètement désabusé, il lui a acheté la bouteille d'eau, presque il l'a pas soigné, il l'a laissé. Mais au final, En mode tu fais chier. ouais, tu vois, Alors que le pauvre, il avait l'épaule en vrac. ah, comme il ça. avait l'épaule en vrac, le coach il lui a acheté la bouteille d'eau et tout, c'était lumière. Voilà, beaucoup de déceptions, beaucoup abattu. Moi je me rappelle, j'étais au bord du terrain, j'étais complètement abattu. Ça y est, quoi, il reste 10 minutes, ils vont mettre le bus, on n'a pas de réussite depuis le début, voilà. Et donc il y a un énorme arrêt de jeu de 6-7 minutes, le temps que voilà, et puis on repart. Donc je crois que comme on repart à la 90e, il y a action un peu lunaire. Je crois que c'est notre défenseur central qui se retrouve ailier droit qui fait un centre. La balle elle arrive dans la surface de réparation et Khalil Merouani qui est, je pense au niveau du point de pénalty, fait une frappe pied gauche et elle passe en dessous de 3 joueurs, je crois entre les jambes de 3 joueurs, il égalise à 1. Et toute la réussite qu'on n'a pas eue sur le match, d'un coup, elle est apparue comme ça. Et là, pareil, après, le reste appartient à l'histoire. 97e minute, il y a un centre, Papi Sengour qui met la tête. Qui Et le marque gardien le qui 2-1. jette avec l'épaule et qui l'a... Et, Et le quoi, bras qui traînait encore pour pouvoir la quand- mettre au fond. Quand on a marqué le 2-1, vraiment sur ce coup de tête, tu vois, cette sensation qu'on a dans les stades pro, ce petit moment d'arrêt juste avant un but, ben on l'a vraiment ressenti, tu vois. Il y a vraiment eu ce truc dans le stade où les 300 personnes qui étaient là, tout était décuplé, Ouais, je vois quoi. exactement ce que tu dis, le temps de... Voilà, Comme exactement. tu dis, et puis hop, ça, enfin, c'est incroyable des et- sensations comme ça. Bah, là, il y a eu ce coup de tête, on a couru, c'était n'importe quoi. Papi est sorti du terrain, il a été dans la tribune fêter le but avec son fils. C'était lunaire. Puis on a fêté la victoire, on a fêté le maintien comme ça. Le soir, on avait la camionnette du club, on s'est retrouvé chez Thierry qui était l'entraîneur adjoint à faire la fête, à fêter le maintien. Je te dis des anecdotes. Et il y le avait- gardien, au final, il a fait la fête avec vous ou il est allé aux urgences? J'ai plus de souvenirs s'il était là le soir-là. Après, quand on a fait la fête, on a pris la camionnette, etc. Mais c'était une soirée assez mémorable. Il y a un joueur qui a fini dans le jacuzzi avec les chaussettes. Il se déshabille complet. Il garde juste le boxer. Il oublie d'enlever les chaussettes. Il va avec les chaussettes dans le jacuzzi. C'était une superbe soirée. Bon, on a fêté le maintien comme ça. Et l'année d'après, ben voilà, on est reparti sur de nouvelles bases. C'était un peu le changement au niveau du championnat. Ça devenait la Régionale 4 parce que justement, il y avait les 10 premiers qui allaient passer R3. Ça et les existait deux la autres, Régionale 4. elle a existé. Elle a existé, même si beaucoup de sceptiques, mais il y a encore, j'ai encore des articles, des archives de ça, mais elle a existé une saison, parce que c'était la PHR. Voilà, on a fait l'année d'après, et je suis resté intégré au staff avec Sam, et puis voilà, ça a été une nouvelle aventure qui a démarré vraiment à ce moment-là, comme on dit, entraîneur adjoint. Ok, ensuite, je voulais te demander également si après cette première saison où vous faites le maintien, il y a eu 2 autres saisons, il y a eu une descente liée aussi à des événements extrasportifs. Et après la saison suivante, il y a une belle 4e place dans la division inférieure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces saisons et qu'est-ce que tu as retenu de cette période? Ben, l'année d'après, en fait, justement, je crois que c'est la saison 2017-2018, avec Sam, on redémarre l'année en R4 avec un groupe un peu plus étoffé que les autres années, parce qu'il avait réussi à faire venir quelques joueurs et des anciens qui avaient brillé un peu à l'époque de la belle époque d'Odin. Donc il y avait son frère Benoît Scholler, il y avait Pépé Diakhaté, il y avait des joueurs qui étaient d'Odin avant, juste un tout petit peu avant que le club ne tombe de division d'honneur régionale en promotion. Il y avait François Mérino qui avait signé. Il était revenu de Chifflange au Luxembourg où Sam l'avait fait venir. Et donc la saison, elle a démarré sur des chapeaux de roue parce qu'on démarre avec le premier tour de Coupe de France. Je crois on gagne 4-0, puis on enchaîne avec une première victoire en championnat. On fait plutôt un début de saison correct. On a un petit trou d'air vers l'hiver. Et en fait, je crois qu'à la trêve, on est dans le ventre mou. On n'a pas de souci à se faire vis-à-vis de ça. On gagne même le derby à l'aller contre l'équipe B de Villerue de Buzyn sur le synthétique. On enchaîne le deuxième tour. Et là, malheureusement, au deuxième tour, entre guillemets, c'est là que ça a été un peu plus compliqué. Pas à cause du sportif, mais surtout de l'extra-sportif. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé contre Froid-Cul, on a eu une bagarre générale qui a rien à faire sur les terrains. Et aujourd'hui, c'est un peu le point noir que je garde malheureusement de cette époque-là. C'est même pas la descente en soi, c'est ça, parce que ça reste que du football. Et honnêtement, ça me fait mal, entre guillemets, parce que je pense que ce jour-là, ce qui s'est passé, toutes les personnes qui étaient sur le terrain ont tous un bon fond.
Et c'est là aussi qu'on voit que le football, il peut faire complètement disjoncter les gens, quoi. Voilà, je regrette un peu ce passage-là parce qu'au final, ça a coûté beaucoup de choses au club. Ça a coûté une descente parce qu'il y a eu des retraits de points pour les deux équipes. Il y a eu des suspendus de chaque côté pour les deux équipes. Ça, c'est la réalité. Et il n'y a pas d'excuse là-dessus. Nous, là où on a été surtout embêtés, c'est parce que quand on a perdu des joueurs, il y avait l'équipe B qui était entraînée par Sébastien Imbert qui jouait la montée et qui avait forcément besoin de force vive. Et on a essayé d'équilibrer au mieux pour avoir une équipe cohérente en première équipe et finir la saison et avoir une équipe toujours compétitive en B. Et la B est montée à la fin, elle a fini championne. Malheureusement, nous, sportivement, on n'a pas réussi à se maintenir malgré les résultats qu'on a eus. Après cette période-là, avant qu'on ait les joueurs suspendus, il s'est passé 2 matchs. Donc, on gagnait contre Froicu 2-0, match arrêté, et on a enchaîné derrière avec Villerue, la réserve, qui était venue au Fauchère. Ils avaient aligné 6-7 joueurs de la première équipe à l'époque. Ils font une énorme première mi-temps, ils mènent 1-0. Il n'y a rien à dire, voilà, ils étaient meilleurs, ils tirent même sur la barre. Ils avaient des joueurs, à l'époque Villerue était encore en R2, ils avaient Saliou Diakate qui était venu du FC Metz, qui jouait ce match-là avec l'équipe B. Il y avait Aliou Jata qui était venu aussi à l'époque de Metz, qui jouait avec l'équipe B ce match-là. Il y avait Christopher Rondel, il y avait Nicolas Brocard. Il y avait 5-6 joueurs qui étaient un ton au-dessus de ce niveau-là et qui fait vraiment la différence sur la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, un derby, c'est un derby, ça se joue jusqu'à la fin. On réussit à inverser la tendance. Je crois que Nicolas Niclot, il met un doublé. Papi Sendour, il marque le 3e but sur penalty à la 85e, mais on gagne le match 3-1. Et à la fin de cette journée-là, mon souvenir, je crois qu'on est 6e avec 9 points d'avance ou 10 points d'avance sur le premier relégable. Et malheureusement, derrière, il y a eu l'histoire des 6 points qui nous ont été retirés, les 3 points de la victoire parce que le match n'était pas entériné contre Froicu, et les 3 points de suspension par rapport à l'affaire en plus, donc ça fait 6 points en moins, et 5 ou 6 joueurs suspendus parce que le match avait été la vidéo de la bagarre. La Ligue du Grand Est l'avait eu et elle a sanctionné tous les personnes qui ont participé à cette bagarre. Et donc on s'est retrouvé à la fin à descendre, je crois, à l'avant-dernière journée chez nous sur un match nul contre Étain-Buzy. On fait match nul, on mène 1-0, Étain égalise. Et Étain, en plus, je crois qu'ils étaient premiers, ils jouaient pour être champions. C'était pas un match facile, donc un match. C'était un match difficile et pas facile du tout. Non. Et eux, ils jouaient quelque chose et nous, on jouait quelque chose. Et après, voilà, c'est la sportivité. Il y avait combien de descentes l'année-là 2. Et combien d'équipes qui montaient du coup? C'était 10 qui étaient entre guillemets promus en R3 vu qu'il y avait l'expansion de la Régionale 3 et c'était 2 qui étaient relégués en première division. Et bon, voilà, ça laisse des regrets parce que je pense que c'est peut-être l'année où on mérite pas de descendre et où on descend à cause de ce retrait de points. À cause en partie, oui, parce que tu perds des joueurs et des points et ça laisse toujours des regrets parce que en plus c'était juste avant le 100e anniversaire du club. Ah oui. Et on descend en première division. C'était pour les gens qui aiment Audin et qui connaissent Audin, c'était quand même difficile à accepter. Et l'année d'après, on est reparti en première division avec un nouveau groupe, entre guillemets un groupe conservé, mais des nouveaux joueurs aussi. Là, ça a été une saison un peu plus particulière. Parce que déjà, moi, j'avais vécu des choses en dehors du foot qui avaient été très compliquées. J'avais perdu une amie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais j'ai traversé une période assez compliquée, moi, à ce moment-là, où j'étais vraiment pas bien par rapport à ça. Et à l'époque, moi, je faisais aussi les réseaux sociaux au club. Et ça faisait déjà quelques années que je faisais les réseaux sociaux, Facebook, etc. Footéo aussi le site, parce que Antoine Martin, qui est aujourd'hui journaliste à Canal+, et d'Audin, il avait créé Footéo et moi j'avais repris les codes et j'avais remis ça un peu en route. Et en fait, à cette époque-là, c'était pas les réseaux sociaux comme c'est maintenant, donc il n'y avait pas beaucoup de clubs qui s'en servaient. Et nous, on avait quand même une communication assez développée. Et entre-temps, il y avait Marco Micheli qui fait les photos pour la Ligue du Grand Est, qui avait rejoint aussi un peu le projet de la communication à Audin. Et au final, on s'est retrouvés tous les deux à faire ça et on avait plutôt bien développé la chose. Et en fait, moi, la saison-là, justement, où on est en première division, donc c'est 2018-2019, début de saison, je crois, après 5-6 matchs, voilà, j'éprouvais plus de plaisir. C'était assez compliqué. Et
À l'époque, je suis parti à Villerue, donc le club voisin, parce que je connaissais Roland Sirou là-haut, parce que je faisais mes stages de commerce à l'école au Sport 2000, et voilà, j'avais bien sympathisé avec lui, et j'avais peut-être, à ce moment-là, je voulais voir un peu quelque chose d'autre, et du coup, je suis parti à Villerue, Villerutil pour être exact, et je me suis occupé de la communication là-haut, mais en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était le terrain qu'il me fallait et pas la communication. À ce moment-là, je pensais vraiment que c'était la communication qui me plaisait, mais en fait, non, ça a vraiment été le terrain. Et il a manqué ça parce qu'à Villerue, je faisais vraiment que la Et du communication. coup, tu es et passé un peu dans le club rival. rival, quoi. ouais, rival, il faut le dire aussi. Oui, toi qui es de Moselle et qui est pour l'AS Nancy-Lorraine. C'est ça, exactement. Je suis passé un peu dans le club rival, mais bon, à Villerue, il y a beaucoup de Villerutil, il y a beaucoup de supporters messins et pas de Ouais. Nancéens. Donc, et c'est la ville de Carlo Molinari, il faut pas l'oublier aussi. C'est Donc, vrai, il est né à Villerue, Carlo. Donc voilà, mais et après, au bout de, je crois, 3 ou 4 mois, je sens que j'ai besoin de retrouver le terrain et je remercie Audin à ce moment-là parce que Audin a accepté aussi que je revienne et je suis revenu et j'ai fini la saison avec eux et c'était toujours Samuel Scholler l'entraîneur avec Sébastien Imbert qui était le coach de la réserve de la B l'année d'avant et qui était déjà dans sa 10e année au club, qui avait intégré le staff. On avait démarré la saison tous les trois ensemble. On avait même fait un petit parcours en coupe en perdant contre Thionville à l'époque qui jouait en R1. Le Thionville avec Jérémy Deschet-Borer qui après était à Villerue et qui est maintenant à Strassen. C'était le FC Thionville avec Julien Kersia, capitaine, attaquant. Il y avait Samir Ketlas qui jouait. C'était encore cette équipe de Thionville assez plutôt costaud. On avait perdu 3-0. Je me rappelle encore, il y avait la photo tous les trois sur le banc de touche avec les remplaçants pour ce match de Coupe de France. C'était une belle expérience aussi. Mais voilà, la marche était trop haute, Thionville était meilleur. Et on a fini cette saison à la 4e place en première division, avec des regrets parce que contre les équipes du haut de tableau, on a réussi à prendre des points, mais contre les équipes du bas de tableau, c'est là où on a été en difficulté. Cette saison-là, c'est Rossange-Vitry de Farid Nefnaf qui monte. Deuxième, c'est Bure-Boulange, c'était Mathieu Picard, l'entraîneur. Et troisième, c'était Fontois. Fontois termine troisième et nous, on finit quatrième. Mais voilà, on a perdu des points contre les équipes du bas de tableau qui jouaient le maintien, et alors qu'on a battu Rossange-Vitry 2-1 à la maison, on a battu Fontois, on a battu Bure-Boulange. Mais bon, voilà, ça fait partie du foot. Et donc, on a terminé quatrième. Et à la fin de cette saison-là, Sam, lui, avait pris la décision d'arrêter avec Audin. Et c'était un peu la fin je vais pas dire d'une génération, mais un peu la fin d'un petit cycle. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là depuis quelques temps, qui ont connu les saisons un peu galères. Et donc voilà, moi je me suis retrouvé un peu à dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, je reste pas, tout le monde part, tous les gens que je côtoyais depuis un moment partaient. Et Sébastien Imbert, avec qui je m'entendais très bien, qui avait les U15, plus à ce moment-là, il a eu l'AB, plus il a été l'entraîneur adjoint dans le staff également avec la première équipe, me dit que voilà, lui, il est originaire d'Omès et il avait envie de faire un projet dans son village d'origine. Il m'a demandé, il m'a tendu la main, parce que c'est la réalité à cette époque-là. Sam, lui, partait au Progrès Niederkorn faire coordinateur des jeunes. Sam voulait que j'aille là-haut entraîner des jeunes, mais à cette époque, j'ai pas le permis, c'est pas évident non plus. Et Sébastien Imbert m'a tendu la main. Il m'a dit, est-ce que tu veux être mon adjoint pour ce projet-là? Donc, Omès c'était en 3e division. Mais on était suivi par beaucoup d'Audunois, de joueurs qui avaient connu un peu l'époque, à Audin, promotion d'honneur régionale, DHR pour certains. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et il m'a tendu la main, je le remercie. Comme ça, il m'a tendu la main à un moment donné. Et du coup, on est parti pour ce projet-là ensemble à Omès. Et j'ai fait 2 ans, mais voilà, avec le Covid, c'était particulier aussi. Justement, avant que tu me parles d'Omès, tu anticipes un petit peu la prochaine question. Je voulais que tu nous parles aussi également de la Coupe de Lorraine. Tu as fait également les 8e de finale de Coupe de Lorraine avec Audin. Vous avez perdu contre le CSO Amnéville, qui est un club aussi mythique de la région. Quel souvenir que tu gardes de cette aventure? Un magnifique souvenir, malgré la défaite, et on va dire 8e de finale, c'est rien dans un parcours, mais C'est rien, c'est quand même pas mal, hein. Tu sais, il y en a pas beaucoup des joueurs des fois qui font des bons parcours en coupe, hein. Ouais, c'est sûr. Après, Audin, c'est une histoire particulière avec la Coupe de Lorraine, parce que c'est un club qui a gagné 3 fois la Coupe de Lorraine, qui a fait 5 finales. La dernière en date, c'était 2010 contre Lunéville. Et c'était un parcours en fait, le parcours était beau, et je me rappelle,
on avait démarré le parcours sur une victoire au penalty à Mexi, qui était une équipe de 2e division ou 3e division Meurthe-et-Mosellane. Et on gagne au penalty, un match vraiment catastrophique. Et le coach, il dit cette phrase, il dit un beau parcours en coupe, il démarre toujours par un match de merde. Et il a eu raison, parce qu'après Mexi, on a tiré le FC Utz, pardon, qui était premier de R2 à cette époque-là, qui venait de faire 4 matchs, 4 victoires. Et ouais, je crois 4 ou 5 matchs d'affilée sans défaite et vraiment des victoires. Ils avaient fait un énorme début de saison, on les a reçus à la maison et on a gagné 2-0. On marque 1-0, j'ai plus souvenir exactement, on marque le 1-0, puis on marque le 2-0 je crois dans le dernier quart d'heure et en fait on se qualifie, clean sheet et on se qualifie pour le tour d'après. Le tour d'après, on tire une autre équipe de Régional 2 qui était à Gondange, mais un peu plus en difficulté. À Gondange était, je crois, jouer son maintien. Et là, par contre, là, il n'y a pas eu d'état d'âme, on a gagné 4-0. Je crois que c'est 1-0 pendant un long moment, et je crois dans les 25 dernières minutes, ils ont complètement craqué, et on a déroulé, on a gagné 4-0. Le tour encore après, on a joué Saône, et là, c'était peut-être un des matchs les plus difficiles, parce que c'était une équipe de notre niveau qui jouait dans la même division que nous, et on gagne 1-0, et on se qualifie pour tirer Amnéville. C'est juste avant l'hiver. Et on doit jouer à Amnéville chez nous sur le terrain vert. Et on savait que la réserve d'Amnéville, qui était en R1 à cette époque, jouait quasiment tout le temps sur le synthé. Donc c'était un avantage pour nous de jouer sur le terrain vert. En plus, voilà, la situation météorologique, elle était un peu particulière. Finalement, le match il est reporté une première fois. Il est reporté par vous? Il me semble qu'il est reporté par nous, ouais, parce qu'ils ne voulaient pas abîmer le terrain, ces choses-là. Et puis le terrain était assez endommagé. Endommagé parce qu'il pleuvait ou il y avait de la neige, je ne sais plus. Il y avait de la neige, je crois, la première fois. Et la deuxième fois, c'était juste avant la trêve. Et je crois qu'ils ont anticipé pour une remise générale qui n'a pas eu lieu. Et donc, le club avait remis le match parce que, ils jugeaient que le terrain n'était pas praticable. Donc mais ils étaient conscients qu'au moment-là, du coup, ça faisait 2 remis, donc ça a été inversé. Je sais plus, je pense que oui, devaient être conscients. Ou alors, ils se sont dit qu'il y aurait peut-être clémence. C'est qui a pris ces décisions? Je saurais plus te dire. Je saurais plus te dire. Je crois qu'il y avait un arrêté. Je crois qu'il y avait un arrêté municipal. Ah ouais, parce que moi, je me rappelle, tu te mets dans cette situation-là, tu te dis que tu es joueur, tu te dis que tu as vraiment une clé à jouer, aller jouer sur un terrain un peu, entre guillemets, un peu plus pourri, hein, sans manquer de respect, mais je sais que dans les clubs où j'ai pu jouer, nous, je sais que ça a été un avantage de recevoir sur notre verre. Et là, tu te dis, tu vas aller jouer sur un synthé. C'est quand même pas la même. Hein, donc, Non, surtout qu'on connaissait la qualité qu'avait amené, parce que c'est quand même le CSO qui joue encore à cette époque. La première équipe, elle joue, je crois, certainement le milieu de tableau ou du tableau de la CFA2. Et il y avait l'équipe réserve en R1 quand même. C'était pas n'importe quel encore CSO Amnéville. Je crois que c'était Ventrici qui était encore le président à ce moment-là du CSOA. Donc c'était pas non plus n'importe quel CSOA. Et, je crois même que, après, ils étaient même montés à un moment en National 3. François, il m'avait raconté qu'ils avaient été jusqu'au comité olympique pour monter en National 3 une année. Parce que du coup, ils ont dû rattraper toute leur journée et se taper des matchs, 2 matchs par semaine. Ça, je m'en rappelle. Je suis encore quelques articles du Républicain Lorrain de cette époque-là sur. Il a dit que c'était fou parce qu'il y avait personne qui croyait, à part lui clairement. et son avocat. Ils sont, je crois que la saison-là, ils sont au coude à coude avec Trémery de Stéphane Léoni. C'est Trémery de Stéphane Léoni qui finit 2e et qui monte en R1 et pas le CSO. Mais du coup, voilà, on fait ce parcours en coupe et on va jouer finalement à Amnéville sur le synthé. Première mi-temps, on est inexistant, on subit énormément et le CSOA ouvre logiquement le score. Deuxième mi-temps, un peu plus équilibré dans le sens où on a des situations, on marque pas, Amnéville fait le break et à ce moment-là, on se dit que c'est fini. Et contre toute attente, à 20 minutes de la fin, Jordan Muller, il met un coup franc magnifique, on réduit le score de 1. On a des situations, on marque pas. Et à la 90e, on a un coup franc, je pense, au milieu de terrain. Et Mathieu Gels, le gardien, qui était déjà coutumier du fait parce qu'il avait marqué à l'époque avec Odan contre Longwy en championnat. Il a mis un coup franc de 60 mètres. Le fameux épaule déboîtée. Voilà, il a mis un coup franc de 60 mètres à la 90e qui avait fait gagner 1-0 et qui nous avait permis 3 points qui à la fin ont été pour le maintien. Les gardiens ont toujours été sous-cotés au niveau des frappes. Toujours. Et Mathieu était coutumier du fait, il prend la balle et il marque le 2-2 et on célèbre. Pute refusé, l'arbitre il juge qu'il y a faute sur le gardien adverse, on comprend pas trop. Déception, on est éliminé. Bon, après, voilà, ça fait partie du foot aussi. Et le lendemain ou 2 jours après, on voit les photos du photographe qui était présent. Il y avait 2 photographes.
Et on voit justement cette situation à la 90e, le coup franc, le ballon, le gardien qui est au final gêné par son propre défenseur. Et donc le but était 100% valable. Après, on ne sait pas ce que l'histoire aurait donné. Est-ce qu'on serait passé au penalty ou pas? Mais bon, surtout qu'Amnéville, derrière, il tirait Dombasle, une équipe du 54 qui était, je crois, en R3 à cette époque-là. Donc, on se dit que tout était encore possible, en tout cas un peu plus que quand on joue une ERA. Et malheureusement, l'aventure, elle s'est arrêtée comme ça. Et nous, c'était un peu aussi de se dire, c'était la dernière Coupe de Lorraine avant le passage en Coupe du Grand Est. Et au moins de se dire, voilà, Audintiche, qui était un club historique de ce niveau-là, a fait au moins un dernier parcours, on va dire, plutôt correct à ce niveau-là. Ok. Ensuite, du coup, tu commençais à parler de l'USO Metz où il y a eu le Covid. Raconte-nous un peu ces 2 saisons particulières. Déjà, c'était ma première vraie expérience d'adjoint en dehors d'Audin. Dans les conditions qu'on connaît, c'est un club de district, club de village, qui fait comme il peut avec ce qu'il a, ça c'est la réalité, des super bénévoles, des gens qui se battent vraiment tous les jours pour le bien du club. Et donc on arrive avec ce projet où l'objectif il est de faire remonter l'équipe en 2e division. La première année, on fait vraiment un très très beau recrutement avec beaucoup d'anciens Audunois qui nous rejoignent. On fait plutôt une bonne première partie de saison parce que le Covid il intervient je crois qu'en hiver, qu'à la reprise du 2e tour. En plus, nous, on était 3e en hiver avec 2 matchs en retard. C'est ça. On était 3e en hiver avec 2 matchs en retard. Et en hiver, en plus, on fait 2 recrues qui étaient Alexandre Amgar, qui à ce moment-là était un Audunois qui était aussi parti à Villerutil, mais ça ne s'était pas bien passé, il n'avait pas joué. Et Nicolas Niclot, qui était un très très bon joueur, qui signe. Et donc à ce moment-là, on se dit que pour le 2e tour, on est paré et on est armé pour vraiment jouer quelque chose. Et au final, le Covid stoppe la saison. Et on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner. Et je reste persuadé qu'avec l'équipe qu'on avait pu faire avec Seb, on serait arrivé à quelque chose à la fin, une finalité peut-être de montée. Malheureusement, le Covid a coupé ça en cours de route. Et on s'est retrouvé, situation comme on la connaît, Covid, bloqué, pas de football, rien. C'était une situation morose, quoi. Donc voilà, et c'est à cette époque-là, il y en a qui ont trouvé la passion d'aller courir, des choses comme ça. Moi, je regardais beaucoup d'anciens matchs, beaucoup de choses comme ça. J'essayais de développer un peu mon œil footballistique sur le tactique, ces choses-là. Et puis voilà, il y a eu la nouvelle saison Covid qui est arrivée derrière. Où là, voilà, il y a eu les tests Covid, le fameux test PCR dans le nez, toutes ces choses-là. Une période que voilà, je préférais pas me rappeler parce que le monde était quand même à l'arrêt, c'était une situation particulière. Et donc il y a eu la nouvelle saison, il y a eu des départs, il y a eu des joueurs qui avaient arrêté, des joueurs qui ont décidé de voguer vers de nouveaux horizons. C'était une saison un peu plus compliquée parce qu'on a recruté quasiment, je crois, autant de joueurs, en tout cas pas mal. Et on fait un début de saison un peu plus poussif, mais la saison elle démarre par un derby en Coupe de France contre Crune, qui à l'époque était en R3, et on démarre à ça de faire un exploit, parce que nous on était une 3e division, eux ils étaient R3. On mène à 0 jusqu'à la 75e, ils égalisent et ils marquent 2-1 juste avant la 90e minute, et on perd le match. Mais voilà, et au final c'était un peu l'image de la saison qui allait arriver, où tout se jouait à peu de choses, et je crois qu'on fait une saison un peu plus moyenne, on est 6e ou 7e. Et le Covid, il coupe cette saison. Et juste avant que le Covid, il coupe cette saison, moi, en fait, je venais d'emménager, d'acheter un appartement sur Metz. Et donc, j'avais beaucoup de travaux, beaucoup de choses à faire. Et j'avais plus spécialement le temps de pouvoir m'investir pour le foot. Et surtout que je travaillais. Enfin, c'était un nouveau rythme pour moi aussi. Et donc, j'annonce au club, je pense 2 semaines avant le Covid, mais sans savoir qu'il va y avoir la coupure. J'annonce que voilà, je décide d'arrêter. Et puis voilà, que j'ai d'autres choses à faire. Et puis boum, le Covid, saison s'arrête. Donc est-ce que l'histoire elle aurait été différente si j'avais pas arrêté et j'aurais pas démissionné à ce moment-là? Mais du coup, la saison s'arrête, le nouveau Covid. Et puis après, c'est là que j'ai été sollicité par Michael Guery, qui était le président d'Autange, mais beaucoup plus loin. Je crois que là, ça arrive vers novembre, je pense, cette coupure-là. Et Autange me contacte vers mars-avril dans cette zone-là, je crois. Ouais, tu rejoins Autange en 2021. Je voulais te demander pourquoi tu avais choisi ce projet, mais surtout, et à Autange, moi, ça me fait penser directement
à Stéphane Borbiconi, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je te salue Stéphane. Donc, pourquoi tu as rejoint la RS Autange? Ben, déjà, je connaissais là-haut à l'époque, on s'était déjà affrontés quand ils étaient en 3e division. Il y avait beaucoup de joueurs que je connaissais. Je connaissais Marco Oliveira, qui était joueur là-haut. Je connaissais Michael Gury, le président, et son vice-président, qui était Christopher Aldrin à cette époque. Et en fait, ils m'ont contacté parce que Marco, l'année d'avant, fait adjoint. Il y avait un coach en place. Finalement, ça se fait. Le coach arrête. Marco fait entraîneur-joueur. Ils ont plutôt des bons résultats. Mais lui, voilà, il voulait vraiment que jouer. Et c'est lui, je crois, qui souffle un peu mon nom à Autange. Et au final, Autange me contacte. Au début, je me suis dit, quand même, j'ai que 21 ans, un poste de numéro 1. Voilà quoi, est-ce que j'ai les épaules et j'ai ce qu'il faut pour le faire ou pas? Et finalement, après, je me dis, bon, j'ai que 21 ans. Si je le fais, que ça marche, on dira c'est extraordinaire. Et que ça marche pas, on dira c'est la normalité. Voilà, donc il n'y a rien à perdre. Et je me dis que la vie est faite d'expérience et que ces choses-là, quand ils arrivent, c'est qu'il y a une raison. Soit on les saisit, soit on ne les saisit pas et on donne un sens aux choses. Moi, j'ai voulu donner un sens. J'ai signé là-haut. À cette époque-là, autant j'étais un club qui avait souvent été un club de première division avec de joueurs très intéressants et de très très bons joueurs. Et moi, quand je signe là-haut, j'arrive, l'équipe elle est en 2e division. Il y a une très très belle équipe. Avec vraiment, j'ai découvert humainement des super personnes. C'est vraiment un club de village où tout le monde se connaît. Et voilà, les mecs étaient ensemble le vendredi soir après le match jusqu'au dimanche, quoi. Et ils étaient soudés, ils n'avaient pas peur de se dire les choses entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait de très forts caractères. Moi, c'était un peu mon appréhension parce que je connaissais les caractères qu'il y avait à ce moment-là aussi à Autange. Je savais que ça pouvait être compliqué, mais je savais aussi que c'était tous des très bons gars. Et donc, c'est aussi ça qui m'a fait pencher la balance, c'est que j'ai quand même décidé d'y aller parce que je me suis dit, cette expérience-là me forgera pour la suite, quoi qu'il advienne. Et chaque expérience est forge pour l'avenir et pour le futur. Et donc, j'ai accepté de signer là-haut. Et j'ai vraiment pris du plaisir à Autange. C'était malgré tout ce qu'on peut se dire, parce que c'est un club qui a souvent eu une image de bagarreur, de choses comme ça, alors que moi, de l'intérieur, c'était pas le cas. Quand j'étais là-haut, j'ai jamais eu de soucis comme ça. C'était vraiment des superbes personnes. Et comme dans tout club, oui, à un moment donné, il peut y avoir des tensions, des choses comme ça, mais ça arrive sur n'importe quel match. Et moi, honnêtement, j'ai pas du tout et découvert les échos qu'il y avait pu y avoir à ce moment-là. J'ai découvert tout l'opposé, qui était très très bien. Et on a fait la saison qu'on a fait. On était, je crois, 3e ou 4e à la Tèvre en 2e division. Et puis est arrivé à ce moment-là l'opportunité d'aller au Luxembourg. Ouais, 3e du championnat. Et puis, tu décides de partir pour aller vers le CS Oberkorn au Luxembourg en tant qu'entraîneur adjoint. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le football luxembourgeois? Mais je me dis aussi surtout, pourquoi tu as décidé de revenir entraîneur adjoint alors que tu avais une place d'entraîneur principal? Bon, c'est sûr, c'est le Luxembourg, c'est pas pareil que le district français, mais 3e du championnat, tes joueurs t'en ont peut-être pas voulu aussi un petit peu? Déjà par rapport au fait que pourquoi je suis quelqu'un qui a grandi avec le Luxembourg. Moi, j'habitais à Audenaltiche. C'est pas comme si tu habites à Thionville et puis tu vis dans Thionville ou tu vas à Metz. Tu vois, moi, j'ai grandi avec le Luxembourg. J'avais les transports pour aller au Luxembourg. J'allais voir assez régulièrement des matchs, que ce soit à la Jeunesse d'Esch ou à Rumelange à l'époque. J'ai grandi avec ça. Et donc, pour moi, c'était un endroit où je voulais faire étape parce que voilà, les infrastructures, le cadre, entre guillemets, sportif est différent de la France. Et j'avais envie, à un moment donné, de me dire, voilà, je sais la complexité d'intégrer le Luxembourg et d'y rentrer, mais que si un jour l'opportunité se présentait, qu'elle était difficilement refusable. Et en fait, tout simplement, quand il y a eu cette opportunité qui s'est présentée, parce que c'était Johan Bourgadel, qui était quelqu'un qui avait déjà œuvré sur le Luxembourg. Il avait fait monter Zanem en première division, Young Leinster en promotion d'honneur. Et c'était quelqu'un qui s'était déjà fait connaître ici au Luxembourg, qui avait repris Oberkorn, qui était en difficulté. Et voilà, on discute. Et au final, moi, à ce moment-là, j'étais aussi dans une période où je me suis dit, est-ce que c'était vraiment pas trop tôt, même s'il y avait des résultats, même si c'était bien, est-ce que c'était vraiment pas trop tôt l'expérience de numéro 1? Et donc, je réfléchis, puis je me dis, quand même, est-ce que j'aurai de nouveau une main qui va se tendre pour être entraîneur adjoint et pour intégrer le Luxembourg aussi vite? Je sais pas. Et donc, voilà, j'ai réfléchi, je me suis posé les pour et les contre. Et finalement, j'ai accepté de rejoindre le CSO avec Johan.
Et on a fait quasiment 2 mois et demi, 3 mois ensemble. Malheureusement, après, il a été licencié par le club de son poste J'ai noté ça, d'entraîneur. limogé 16 points seulement au moment-là. Ouais, Et vous étiez avant-dernier, tu prends les commandes du coup pour les 6 derniers matchs. Donc raconte-nous un peu comment tu as vécu cette responsabilité, parce que du coup tu redeviens un nouveau entraîneur principal ouais. vu qu'il se fait limoger. Je me suis dit que le destin il s'acharnait contre moi à ce moment-là. En fait, je signe pour lui pour être adjoint et j'étais vraiment content d'être adjoint parce que ça me plaisait énormément. Et ça restait un pays que je connaissais pas footballistiquement de l'intérieur. Et donc je signe avec lui. On fait 9 matchs. Je crois qu'on fait une victoire, un nul et 7 défaites. Et on perd justement contre Begen. C'est le dernier match de Johan. On perd contre Begen 2-0 et il reste 6 matchs. Et à ce moment-là, on se dit que voilà, c'est cuit. On a 16 points. Et en fait, Johan partait en vacances à ce moment-là. Et donc du coup, le deal, c'était que moi, je gérais l'équipe pendant qu'il n'était pas là. C'était pendant une semaine. Et en fait, moi, j'arrive le mardi avec les ballons pour faire la séance. Et puis là, je vois qu'il y a le comité qui est là. Et je vois Chico Machado, qui était un des membres du comité, qui vient me voir et qui me dit que voilà, la décision a été prise de se séparer de Johan. Donc moi, je suis un peu dans la compréhension. Je me dis, je comprends pas, quoi. Pourquoi maintenant, il reste 6 matchs? De toute façon, la cause, elle est perdue. Elle est perdue, elle est perdue. Donc, est-ce que ça va changer grand-chose? Et finalement, donc on fait une réunion, le président fait une réunion de crise avec les joueurs. Il annonce à ce moment-là que voilà, il se décide de se séparer de Johan et qu'il va reprendre l'équipe lui, le président. Et là, il y a un peu un soulèvement de la part des joueurs à ce moment-là qui ne veulent pas et qui comprennent pas et qui sont dans la compréhension comme moi je le suis. Et en fait, autour de cette discussion-là, de ce brouhaha, de tout ce qui se passe, il y a des joueurs qui disent dans ce cas, s'il reste 6 matchs et s'il n'y a plus rien à faire, alors autant laisser Pierre reprendre l'équipe. Et puis voilà. Et il y a beaucoup de joueurs qui mettent cette idée au président. Le président coupe court à la discussion, il leur dit de sortir. Donc moi, je leur laisse les ballons, on reste, on discute. Et au final, on tombe d'accord au début. Moi, je dis au président, voilà, si lui, il veut absolument reprendre l'équipe, les joueurs ne veulent pas, qu'il cherche un coach. Et moi, s'il veut, je peux faire l'intérim le temps d'un match ou deux. Et il peut prendre un coach pour enchaîner sur un nouveau cycle après. Donc on tombe d'accord sur ça, je sors, j'explique ça aux joueurs, les joueurs sont partants. On prépare le match de Zandweiler qui était mal classé aussi. Et en fait là, ça a été le début entre guillemets d'un conte de fées entre guillemets parce qu'on gagne contre Zandweiler 4-1. On n'avait pas gagné depuis un moment, on gagne 4-1, donc on a 19 points, on reste premier relégable. Et la semaine d'après, on va jouer contre Red Black Pfaffenthal qui était une équipe 5e ou 6e, très compliquée à jouer et à manœuvrer. Et on est mené à 0 à la mi-temps. Et moi, voilà, j'ai rien à perdre, on n'a plus rien à perdre. Et c'est là où il s'est vraiment passé quelque chose un peu avec ce groupe. C'est parce qu'en l'espace de 10 minutes, en deuxième mi-temps, on a inversé tout le scénario. On égalise 1-1 et je crois à la 85e ou 87e, on marque un but mémorable. On a Pedro Lazzi qui était un de nos joueurs qui est lancé en profondeur. Il fixe le gardien. Et en fait, il y a Robin Moreira qui arrive derrière. Notre numéro 10, Pedro, il est face à face avec le gardien, tout le monde se dit qu'il va frapper et en fait il fait une talonnade et Robin arrive et il marque dans le but vide et là ça a été émotion exceptionnelle, on a couru, on a célébré le but. C'était fou, quoi. Un peu comme le Real Madrid avait marqué aussi un but comme ça. Ah oui, Guti et Benzema, ouais, je me rappelle. Exactement, et c'était un but mémorable. Je crois qu'on l'a peut-être même encore en VO, ce but, mais il était exceptionnel. En plus, voilà, on fête cette victoire et à la fin du match, donc on fait 6 sur 6, on a 22 points. Et le président, il vient me voir et puis il me dit, écoute, tu finis la saison. Et il reste 4 matchs à ce moment-là. Et on enchaîne un nouveau déplacement et là, on va jouer à Rémiche. On va jouer à Rémiche, candidat au maintien. Nous, on a 22 points. Je crois que Rémiche, donc à ce moment-là, on est barragiste. Rémiche est juste au-dessus de la zone de barrage, candidat direct. Et là, pareil, scénario un peu bizarre. Notre attaquant, il fait un accident avant le match. On va le chercher. Oui. Il laisse la voiture sur le bas-côté. Notre attaquant, c'était Lenny Lienafa. Et
et on va gagner à Rémiche 3-1, on fait une 3e victoire d'affilée. Et là, c'était des émotions assez fortes et impressionnantes parce que on sortait d'une série assez compliquée et là, en l'espace de quelques instants. Mais à cette époque-là, quand il y a eu cette situation-là, je me suis servi des expériences que j'ai vécues à Audin, de ce que j'ai appris de Samuel Scholler, de ce que j'ai appris de Sébastien Imbert ou même de Gilbert Freis ou de ce Walter Di Luigi dans ces moments-là. Mais en fait, j'ai retenu les ingrédients qui pouvaient permettre à un groupe peut-être de se sauver à ce moment-là. Parce que j'avais connu la mission sauvetage avec Gilbert, parce que j'ai connu la mission sauvetage de Samuel. Et j'ai repris beaucoup de choses qu'eux avaient mis en place, c'est-à-dire d'avoir un groupe soudé, d'avoir des guerriers sur le terrain, d'être capable de laisser aucun espace à l'adversaire et de jouer des transitions. Parce qu'on joue un maintien et à 6 matchs de la fin, c'est pas là qu'on va mettre une philosophie en place. Au final, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On enchaîne 3 victoires d'affilée, même 4, parce qu'après on joue Steinfort. Et Steinfort, là, au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé. On a gagné 11-1. À la mi-temps, il y a 4-1. Ah oui. Et c'était les derniers? Ils jouaient. C'était le match de la dernière chance pour eux. Ils devaient absolument gagner. Okay. Et je pense que, bon, voilà, peut-être qu'ils avaient des soucis aussi autres que sportifs. Et là, sur ce match-là, on a complètement déroulé. Et en fait, sans s'en rendre compte, on soignait notre goal average pour la saison, pour cette fin de saison. Et c'est à la fin qu'on s'en est rendu compte, à la fin de ce match. Parce qu'on gagne 11-1, 10 buts au goal average qui font réduire le goal average. Et au final, on s'impose 11-1. Et voilà, à ce moment-là, on est en dehors de la zone de relégation. On est passé au-dessus. Et à l'image un peu de moi qui suis supporter nancéen, à ce moment-là, ça me rappelait un peu l'époque où Nancy, quand ils redescendent la première fois en Ligue 2, donc 2012-2013, où c'est Jean Fernandez l'entraîneur et après c'est Patrick Gabriel qui reprend l'équipe. Le deuxième tour avait été phénoménal avec la SNL et moi je me rappelle, j'étais en tribune, j'étais gamin. Nancy s'impose contre Évian Thonon-Gaillard, je crois que ça doit être à la J34 ou J33, on gagne 3-1 et à ce moment-là Nancy sort de la zone rouge et en fait à ce moment-là je me suis retrouvé un peu avec les mêmes émotions, les mêmes sensations de me dire on est en train de faire la même chose. Mais c'était pour le maintien en Ligue 1? Ouais, c'était 2012-2013. Donc ils étaient en Ligue 1, ils jouaient le maintien. Ils jouaient le maintien en Ligue 1. Et l'année-là, ils sont descendus. Et au final, je me rappelais, Nancy était descendu, mais les émotions étaient les mêmes. Nancy en Ligue 1. Ouais, ça, c'est pas cool. Oui, mais bon, c'est quand même un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Je me rappelle surtout dans les années 2000, c'était fort avec la Coupe de la Ligue aussi qu'ils ont remporté. Ouais. Et Nancy maintenant qui arrive à être à nouveau en Ligue 2. Bon, cette année, je pense que ce sera plutôt le maintien, mais ouais, on a enfin le retour des derbies aussi. Ça, et puis je pense que d'une manière générale, pour la région Lorraine, on a quand même Thionville maintenant en Ligue 3, on a Metz et Nancy quand même en Ligue 2, et si on prend d'une manière plus générale la région Grand Est, on a quand même le Racing Club de Strasbourg en Ligue 1 et le Stade de Reims en Ligue 2, les Stacks, toutes ces choses-là. Donc on est pas mal de clubs, mais non, voilà. Et donc il y avait eu cette finalité où Nancy était descendu, et moi j'ai retrouvé un peu les mêmes émotions, mais en me disant bon, voilà, il faut pas craquer, il faut pas descendre. Et derrière, on joue contre le FC Sebra qui jouait le barrage d'accession pour aller en promotion d'honneur. Et nous, on perd 3-2 à la 90e. On perd 3-2 à la 90e. On retombait à ce moment-là barragiste, et à la dernière journée, ça se jouait à quasiment rien, et on gagne le dernier match. Mais au dernier match, en gagnant, et parce que c'était en concurrence directe avec Rémiche, si Rémiche perdait, que nous on gagnait, on terminait en dehors de la zone rouge, et eux allaient jouer le barrage. Et je crois jusqu'à la 70e, Rémiche est mené 2-0. Et là, en 20 minutes, ils ont inversé la tendance, ils ont mis 3 buts, et nous, on est descendu. On a été au barrage, et eux se sont sauvés sans passer par le barrage. Parce qu'au Luxembourg, il y a une application qui s'appelle Foupa, on peut voir les résultats en direct, il y a des gens qui font des lives. Il y a tous les effectifs qui sont renseignés chez les seniors, avec les statistiques de chaque joueur, etc. Ça sert aussi pour le recrutement, il y a des clubs qui s'appuient là-dessus. Et c'est là aussi que tu vois s'il y a des joueurs intéressants. Et donc, on a le live en direct. Rémi, je gagne, on perd. Et du coup, nous, on gagne, eux, ils gagnent. Donc, barrage. Et là, en l'espace de 6 mois où j'ai décidé de partir de Haute-Ange en 2e division, où on était 3e, je me retrouve adjoint, puis à refaire entraîneur principal, à faire une fin de saison complètement folle et à jouer un match de barrage. En plus, comme c'est au Luxembourg, c'est sur terrain neutre, c'est sur un match sec, il n'y a pas d'aller, pas de retour. Il y a toujours du monde parce qu'il n'y a pas forcément d'autres matchs le jour-là au pays, et on avait joué, je crois, devant 700 ou 800 personnes. Ah oui. Moi, j'étais malade et il faisait la canicule.
il faisait, je crois, pas la canicule, mais il faisait 30-35 degrés, quoi. Il faisait chaud comme aujourd'hui, là, parce que Là, il faisait moins chaud, mais terrain synthétique, match de barrage. Moi, j'étais malade, j'avais plus de voix. Il y avait mon adjoint qui a été Corentin Morera, qui a passé mes consignes, etc. Mais sur ce match-là, il n'y avait pas le feeling comme j'ai pu le sentir sur les autres. On encaissait un but sur un corner, alors que pendant les 2-3 situations d'avant, je dis il faut prendre le joueur là, il faut prendre le joueur là. C'était Mohamed Camara qui aujourd'hui joue, je crois, en Roumanie ou quelque chose comme ça, dans une division pro, qui était un grand joueur de taille. Il met un coup de tête, il marque le 1-0. Et on égalise à la 85e, mais même quand on égalise, le ballon, tu sais, il a mis, je crois, 5 minutes avant de rentrer dans le but sur une tête. Et après, en prolongation, à ce moment-là, j'ai assumé mon choix qui était de dire à la mi-temps des prolongations, il y avait un 1. Et j'ai dit aux joueurs qu'il fallait donner tout et que je veux pas que la descente, elle repose sur leurs épaules sur le penalty d'un joueur raté. Je voulais pas ça parce que je voulais pas que ça soit leur faute. Et j'avais dit cette phrase, donnez tout. Si on doit pas aller au penalty, on n'ira pas. Mais je veux pas que ça repose sur le fait qu'il y a un joueur qui rate son péno et qu'on dise, voilà, si il avait pas raté. Et donc, on a tout donné sur le dernier quart d'heure et on encaisse 2 buts sur des contres, je crois, 114e, 117e, on perd 3-1. Alors maintenant, est-ce qu'après 4 ans après ou 5 ans après ce barrage-là, je redirai la même chose? Je pense pas. Je pense que je dirais aux mecs d'assurer le coup et on va au péno et puis advienne que pourra. Et finalement, voilà, j'ai fait ce choix-là. Mais voilà, dans la vie, il faut avancer sans regret et j'avance sans regret quand même parce que voilà, c'est que ça devait se passer comme ça. On perd le barrage, on descend en 2e division et derrière le président il me reconduit pour faire la saison suivante en 2e division avec le CSO qui se déroule plutôt bien dans l'ensemble parce qu'on est 5e, 6e, on a eu quand même une grosse reconstruction d'effectifs. C'était ma première expérience du coup sur une vraie saison numéro 1 au Luxembourg et donc c'était pas facile non plus et on est 5e ou 6e je pense vers la mi-mars. Et il y avait des tensions depuis le 2e tour avec certaines personnes au club. Et moi, à un moment donné, si je prends plus de plaisir à venir, si je viens mais à reculons, alors je préfère arrêter. Même si le foot, ça reste ma passion, mais si à un moment donné, les émotions se retrouvent plus, s'il y a des tensions, ces choses-là, alors je préfère dire stop. Et c'est ce qui s'est passé à la mi-mars. Le scénario, en plus, on perd un match complètement monstrueux, on perd 5-0 contre une équipe mal classée. C'était un scénario lunaire, mais en plus, avant le match, je vois qu'ils ont fait jouer un joueur qui était suspendu, donc je dis aux délégués de porter réserve, que le match, ils vont le gagner sur le tapis vert. À la fin du match, je retrouve vestiaire, je dis aux joueurs que je démissionne. Il y a des joueurs qui étaient vraiment pas bien de cette décision-là, parce que moi, je m'entendais super bien avec le groupe, il y avait des super joueurs. Et donc, je décide de démissionner. Mais je leur dis aussi qu'ils vont gagner le match 3-0 sur tapis vert parce qu'ils ont fait jouer un joueur suspendu. Mais c'était un match chaotique. Le terrain, on pouvait pas il avait plu. Pour moi, on pouvait pas jouer ce match-là. Il y avait un trou, il y avait une flaque d'eau, il y aurait un poisson qui aurait pu vivre dedans à ce moment-là. C'était lunaire. Mais bon, voilà, l'histoire devait s'arrêter. Elle s'est arrêtée comme ça. J'ai décidé d'arrêter, de couper court. Je prenais plus plaisir à ce moment-là. Et je suis parti du CSO. Et j'ai eu ma première vraie coupure foot où j'ai pas entraîné, pas fait quoi que ce soit de la mi-mars jusqu'à la période de juin, quoi, quasiment. Et du coup, après cette première expérience au Luxembourg, tu rejoins l'US Rumelange. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Rumelange? La réalité, c'est que quand mon expérience à Oberkorn, lors de la 2e saison, j'avais reçu un message pendant la saison de Martin Zibert, qui était l'entraîneur de Rumelange, parce qu'il voulait des informations sur un adversaire qu'on avait joué en coupe et qu'il allait affronter. Et donc, j'avais gardé son contact. Moi, je connaissais de nom, parce que son frère déjà avait été pro à Metz. Lui, Martin, était passé aussi par le FC Metz, mais il n'avait pas signé pro et il avait travaillé au centre là-haut et il avait eu sa carrière de joueur à Algrange. Et moi qui conserve beaucoup d'articles du Républicain Lorrain, forcément, c'était un nom qui me parlait. Et donc, j'ai gardé son contact et je pense qu'un mois et demi, quand il y a eu ma coupure avec Oberkorn, je suis parti avec des copains en vacances, une petite semaine dans le sud. Et en fait, à ce moment-là, immerger l'idée un peu de qu'est-ce que j'allais faire quand même la saison prochaine et un peu la certitude de se dire qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai écrit à Martin tout bêtement un message, je lui dis voilà, est-ce que vous cherchez un entraîneur adjoint pour la saison prochaine dans l'équipe promotion?
Et il m'a répondu que voilà, il fallait qu'il fasse le point avec son staff actuel et qu'il reviendrait vers moi. On a gardé contact, on a échangé et finalement, voilà, il m'a répondu que le club à lui seul, Rumelange, n'avait pas le budget pour prendre un deuxième adjoint parce qu'ils avaient déjà un adjoint, mais que par contre, voilà, il cherchait un coach pour l'équipe réserve et que moi, il n'y avait pas de souci au fait que voilà, je suis dans le staff de la première équipe et puis que je travaille avec lui et voilà. Donc moi, j'y ai vu l'opportunité de pouvoir continuer d'apprendre et de démarrer une nouvelle aventure humaine dans un club où voilà, je connaissais personne et où pour moi l'aspect humain est important et où les gens que je côtoie, j'essaie de faire en sorte qu'ils m'apprennent des choses et qu'ils me fassent grandir. Et du coup, j'y voyais ça, j'y voyais l'opportunité d'apprendre et l'opportunité de pouvoir aussi continuer à coacher en étant coach de la réserve, quoi. Et donc, je m'engage au club. Au début, je fais rendez-vous avec le président. Il y a Marcin qui est là. Au début, c'est un rendez-vous de prise d'infos, savoir un peu. Finalement, je crois qu'on a discuté pendant 3 heures et je suis sorti de là, j'ai serré la main au président, puis je me suis engagé à Rumelange. Parce que à Rumelange, tout de suite, j'ai senti quelque chose que j'avais pas ressenti depuis mon départ d'Odin. C'est-à-dire vraiment un feeling où j'ai senti que voilà, c'était un club familial, mais structuré et avec de magnifiques infrastructures. Ça, c'est la réalité. À Rumelange, j'ai de très, très belles infrastructures pour très, très bien travailler. Il y avait la facilité aussi que c'était à 15 minutes de la maison. Et ça, c'était pas donné à tout le monde. Donc pour moi, tout était réuni pour que je me retrouve à Rumelange et j'ai pris énormément de plaisir et je me suis engagé là-haut. Et la première année, elle a été magnifique en soi. Il a manqué juste peu de choses pour qu'elle soit exceptionnelle. Mais Ouais, j'ai noté vice-champion avec la réserve. Ouais. Et après, vous obtenez quand même une montée en étant vice-champion. oui, ou- exact, avec la réserve. Ouais. Et ouais, avec la réserve, ça a été j'ai rencontré humainement des super gars. Ça a été un super groupe. Ça reste ma première montée en tant qu'entraîneur, mine de rien, avec la réserve. Et ça a été sur un championnat qui s'est joué à l'avant-dernière journée, à peu de points, à peu de choses près. Ça a été sur un exploit, sur un match où on a joué la réserve de Mondorf qui était venue, qui avait énormément de joueurs de la première équipe BGL. Et nous, on avait très peu de joueurs de l'équipe promotion à ce moment-là et on gagne 3-2. Dans les buts, mon gardien, c'était Mirza. C'est un gardien des cadets. Donc, il avait 16 ans. C'était le gardien des U17 qui jouait en U19 et qui jouait avec la réserve. Et c'était mon gardien quasiment sur toute la saison. Il était dans les buts. Il y avait des joueurs qui avaient été. Ça m'a tissé aussi des liens humainement avec des joueurs de cette équipe. Il y a eu Karim Moussaïd, il y avait les deux capitaines, il y avait Ayrton, Juchem et Gabriel Fonseca. C'était tous des mecs en fait issus du club et qui voilà, n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer avec la promotion, mais qui voulaient rester au club et qui étaient partie intégrante au club parce qu'il y avait les kinés qui étaient Gabi et Ayrton de l'équipe première. Donc voilà, ça a été une superbe saison où on a fini vice-champion et où on a manqué de peu d'être champion, ça c'est la réalité. Mais où la saison elle a été superbe humainement et où j'ai pris énormément de plaisir avec la réserve. Et en contrepartie de ça, avec la première équipe de Rumelange, on a fait une très très belle saison aussi qui s'est soldée par une 3e place, une place de barrage. Et là aussi, expérience exceptionnelle, le match de barrage. Deuxième fois que tu joues des barrages en 2 ans, donc c'est quand même déjà pas mal. Raconte-nous du coup comment s'est passée cette deuxième phase de barrage qui du coup cette fois-ci tu es dans la peau de celui qui veut monter et pas dans celui qui veut se sauver. Ouais, superbe expérience. Le premier barrage était exceptionnel déjà parce que c'était une découverte. Mais le deuxième a été indescriptible parce que on joue le Folaesch, club historique du Luxembourg, qui jouait la Coupe d'Europe encore il n'y a pas longtemps. Sur un terrain neutre à Mondorf, il y avait 2200 spectateurs. C'était des sensations indescriptibles. Quand on rentre sur le terrain pour aller à l'échauffement, il y a un ballon qui termine près des supporters du Fola, je me fais chambrer. Il y avait tous les supporters de Rumelange qui étaient là, puis tous les amoureux du football. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. La butte en face était noire de monde. J'ai souvenir en sortant encore sur le terrain pour rentrer, de voir la file d'attente des gens pour entrer dans le stade et voir le match. C'était un scénario complètement fou. La première mi-temps était plutôt compliquée pour nous. On avait du mal, un peu la pression à se mettre dedans. Le Fola mène 1-0 sur un but magnifique de Tim Flick. Gesuercht. Den 0 durch den Team Flick in enger Viertelstunde war dann noch net onverdingt. Agent dem sei Sonndeschoss goufet fir de Jan Heil am Rimmelinger Goal neich ze halen.
Derrière, ils ont une occasion de 2-0. Notre gardien fait l'arrêt qu'il faut. Et puis à la mi-temps, juste avant la mi-temps, on égalise. Moukam, pour citer lui, parce que à Rumelange, il y avait beaucoup d'expatriés messins. Il y avait Valentin Sagnier qui était un expatrié messin passé par le centre. Il avait joué à Pagny après. Il y avait Étienne Donval, il y avait Brian Maison, il y avait Baptiste Fous, il y avait Hervé de Moukam, du coup, qui nous a rejoint en cours que de je connais saison. un peu avec Sedan. On disait, il y avait Moukam, il y avait plein d'expatriés anciens joueurs du FC Metz, donc comment ça se passe? Déjà, on se chambre pas mal sur la saison, parce qu'à l'époque, Nancy est en national, donc je me fais plutôt pas mal chambrer, donc c'était un peu drôle. Moi, j'avais même une fois, j'avais scotché en rentrant le poster de la SNL sur le casier du coach, parce que du coup, vu qu'il aimait ça, je lui ai fait ce petit coup-là en lui posant le poster. Mais non, voilà, très très belle rencontre humainement. C'était complet. Humainement, c'était un super groupe de joueurs. C'était tous des très bons gars et j'ai apprécié les découvrir et rigoler avec eux et la saison qu'on a fait. Et donc, du coup, il y a ce barrage. Brian Maison, il marque juste avant la mi-temps, il égalise, but refusé pour hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu, on le voit après coup sur la vidéo. Donc voilà, un peu de déception. Mais deuxième mi-temps, où là vraiment on a placé la barre haute, où on égalise. C'est Moukam qui égalise. 5 Minuten war het dann noch so weit. Bei enger Flank vu links krut die Escher Defense de Ball net aus der Geforenzon, an dovun huet de Moukam profitéiert fir den 1-1 ze markieren. An net zog nach besser. Ensuite, on marque le 2-1, je crois, à la 80e. Brian Maison, il met une tête plongeante. Petit filet, il marque le 2-1. Dus huet de Maison ziemlich ongedeckt beim zweete Potto de Ball mat engem Fluchkappball an de Filet gesat, a Rëmmling hat de Spiesen gedreht. Et là, à ce moment-là, les émotions sont décuplées. Il reste 10 minutes, on se dit… Rumelange, en plus, venait de faire 6-7 saisons d'affilée en promotion d'honneur, alors que c'est un club qui faisait un peu comme le FC Metz, l'ascenseur, tu vois. Ils étaient un peu réputés pour ça, mais honnêtement, on s'est dit, voilà, il reste 10 minutes, on va le faire. Et puis, le football s'est fait de belles histoires. Et malheureusement pour nous, ce jour-là, les dieux du foot avaient choisi la belle histoire, mais de l'autre côté… il y avait Julien Klein, qui est capitaine historique du Fola, formé à Thionville, qui égalise pour le Fola. Sur la saison, il avait été gravement malade, il avait une tumeur, je crois, ou quelque chose comme ça, et il ne devait pas jouer du tout. Il se retrouve à jouer les 6 derniers matchs. C'est lui qui égalise à la 93e, mésentente entre nos deux défenseurs. Et lui, sur le coup franc, la balle elle lui revient dessus et il égalise 2-2. An der 92 Minute kon Foller awer nach onerwer ausgleichen, an et war de Julien Klein, de bekanntlich winst enger Urger Krankheit ganz Joer net mi Terrenstung, den dat onméiglich nach méiglich gemacht. C'est sûr que cette année, ça a été très dur, tant sur le niveau sportif que sur le niveau personnel et de la santé. Mais j'ai su me battre aussi pour revenir de cette maladie. Et je pense que ce soir, on a prouvé qu'en se battant, on peut réaliser de grandes choses. Jusqu'à la fin, tout le monde pensait encore une fois qu'on était mort, mais on a réussi à revenir dans les arrêts de jeu et à aller arracher ce maintien. Et je pense que c'est une belle leçon aussi pour toute l'équipe et pour tous les jeunes qui sont avec nous. Du coup, le Fola qui s'était sauvé la saison d'avant sur un barrage complètement fou contre Canard que j'avais été voir, là, je me suis dit c'est pas possible, l'histoire se répète une nouvelle fois. Et on va en prolongation. En prolongation, on a une frappe sur le poteau. Adrian Mendes, il a une frappe sur le poteau. Moukam, il a un face-à-face à la 120e. Le terrain, il fait un rebond juste devant son pied au moment de la frappe. Le gardien, Cabral, qui était en feu, la sort. On va au péno et au péno, malheureusement, au péno, on s'incline. On s'incline, le Fola se maintient. Et voilà, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais ouais, ça a été… Après coup, c'était une expérience indescriptible, émotionnellement, humainement, les sensations, mais beaucoup de déception parce que on était à ça de pouvoir toucher la BGL et c'était pour moi quand même un rêve de gosse, quoi, de me dire. Et en plus avec Rumelange où je me sentais super bien et où j'adorais le club et où j'ai découvert de super personnes, j'avais envie, tu vois, envie qu'on le fasse et malheureusement non, sportivement ça s'est pas fait, mais ça n'enlève rien à la saison qui a été superbe, quoi, avec le groupe réserve. J'ai découvert entre-temps aussi les U19 où j'avais donné un coup de main à Roy Moreira sur la fin de saison pour l'épauler juste. Et j'avais pris beaucoup de plaisir et à la fin de la saison, j'aurais aimé prendre les U19, sauf que le club avait décidé de passer logiquement Christian Felton, qui était l'entraîneur des cadets et qui en plus venait de faire une demi-finale de coupe avec les cadets perdus au penalty et ils avaient logiquement décidé de le mettre entraîneur des juniors la saison suivante. Donc voilà, c'était tout à fait logique et moi j'ai passé mon tour et j'ai attendu.
Et la deuxième année a été un peu plus particulière aussi, quoi. Ensuite, je voulais te parler qu'en janvier 2025 aussi, tu rejoins le Progrès Niederkorn. Que retiens-tu de cette expérience avec une 5e place en BGL League et un quart de finale de Coupe du Luxembourg? Mais surtout, du coup, je vois janvier 2025, ça veut dire que la première partie de saison, tu étais encore à Rue-Blanche là? Ouais, c'était une saison un peu particulière, la deuxième année à Rue-Blanche, parce que du coup, voilà, on a raté la montée de peu. Et en fait, avec le coach, décidé de se renforcer avec des joueurs qualitatifs pour jouer les premiers rôles en promotion. C'est-à-dire qu'il y a Adrien Ferrino qui nous rejoint de Thionville qui montait en National 2 à ce moment-là. Il y avait Brian Elamer qui nous rejoignait de Bétambourg, qui venait de monter en BGL. Il y avait Jules Diallo qui venait de nous battre avec le Fola en barrage, qui nous rejoignait, pour ne citer que. Donc on conservait quand même une grande partie de notre effectif. Donc on avait vraiment un effectif qualitatif et sur le papier une équipe pour réaliser une magnifique saison. Et malheureusement, ça n'a pas pris. Pas humainement, parce que humainement, le groupe était, je pense, il y avait de très bons gars et c'était les mêmes que la saison passée. Mais voilà, ça n'a pas pris. Il y a quelque chose qui a pas pris. Et malheureusement, au bout de 3 matchs, il se sépare de Marcin Ziber, qui était là depuis presque. C'était sa 3e ou 4e année senior, mais c'était sa 10e année ou 11e année au club à ce moment-là, parce qu'il était coordinateur des jeunes. Donc il se sépare de lui. Marcin, voilà. Fait un message, dit voilà, de continuer l'aventure et de ne pas s'arrêter là. Moi, alors, je reste. Le nouveau coach est nommé, c'était Christian Lutz, qui était déjà passé par Rue-Blanche, qui avait fait déjà un passage à Strassen en BGL aussi et qui était entraîneur des jeunes à la Fédération luxembourgeoise. Et donc, au début, voilà, il accepte que je continue l'aventure avec lui. Mike Dos Santos, qui était l'autre adjoint, continue l'aventure également. Tout le staff reste en soi. Et là, ça a été une saison un peu plus compliquée où on est enlisé dans la bataille du milieu de tableau, bas de tableau même, je dirais, par moment. Et moi, en fait, mon petit conte de fées sur la saison, ça a été le passage avec les U19. Parce qu'en fait, sur la première partie de saison, je me suis retrouvé du coup le staff de la première équipe, toujours avec la réserve en montée qui était en classe 1. Et au bout de, je crois, 2 matchs, les 3 matchs des U19, Christian Felton arrête. Et moi, à ce moment-là, avec Karim Moussaïd, qui était un de mes joueurs en réserve, je lui dis, écoute, ça t'intéresserait, on reprend les juniors, tu m'accompagnes, tu fais mon adjoint, etc. Et lui, il a dit oui tout de suite. Et là, on a démarré une aventure humainement exceptionnelle parce que c'était un groupe de jeunes en termes de qualité ou humainement qui était incroyable. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et en fait, c'est ce qui m'a donné énormément de plaisir sur cette demi-saison-là, c'était avec les U19. La réserve, malheureusement, elle était entachée parce qu'on jouait en classe 1 où on jouait des réserves comme le Swift Espérange, qui avait Rachid Alioui, qui était professionnel à Angers et à Nîmes. Et nous, voilà, on n'avait pas de professionnels. On perdait tout le temps, c'était très compliqué, on n'avait pas les moyens de rivaliser. L'équipe première était en difficulté, donc on n'avait pas forcément des descentes de joueurs. Donc c'était assez compliqué. Et donc en parallèle de ça, on vit un vrai conte de fées avec les U19 parce qu'en championnat, on les récupère le premier match, parce qu'il y a 3 phases au Luxembourg. Premier match de la première phase, on perd, je crois, 10-1 ou 10-2 contre Bétambourg. Mais voilà. Et par contre, juste le tour qui a suivi après, on a mis en place notre philosophie tactique, qu'est-ce qu'on voulait, etc. Et j'avais dit cette phrase aux joueurs, j'avais dit, on fera 4 matchs, 4 victoires et on va monter. Et on a fait 4 matchs, 4 victoires et on a accédé à la classe supérieure. Et là, on a fait un petit parcours aussi en coupe. Et vraiment, ça m'a permis, à côté de la demi-saison en réserve et de la saison compliquée en promotion d'honneur, ça m'a permis d'avoir du plaisir et vraiment d'être heureux, en fait. Et donc, avant l'hiver, juste avant l'hiver, voilà, il fallait faire un choix. Personnellement, c'était compliqué aussi, donc j'ai fait un choix, j'ai coupé avec la réserve, j'ai dit que j'arrêtais, que c'était compliqué, je ne pouvais plus faire les 3. Et voilà, il y avait plus, je ressentais plus autant de choses qu'avant. Et finalement, j'arrête avec la réserve, donc je conserve les U19 et je reste avec le staff de la première équipe. Juste avant de démarrer le deuxième tour du championnat, le coach il m'envoie analyser un adversaire, donc je vais à Mersch, je vais analyser Mersch contre la Jeunesse Canard. Et j'analyse le match, je fais le rapport au coach, et parce qu'on jouait avec la Jeunesse Canard le match d'après, et on perd 2-1. Et la semaine qui suit, je reçois un message du coach, parce qu'il me parlait en allemand, il ne parlait pas français.
je reçois un message du coach qui dit que voilà, il veut réorganiser le staff et qu'il avait plus besoin de mes services. Donc, la déception sur le moment, parce que dans ce cas, j'aurais certainement pas arrêté avec la réserve. J'aurais continué et j'aurais pas arrêté. Et au final, moi qui suis quand même quelqu'un toujours à tendance hyperactive, qui a besoin de faire des choses, là, je me retrouvais juste avec les U19. Donc, un coach qui dira, il entraîne une équipe, c'est bien. Mais quand on a eu un rythme pendant 6 mois, ou presque pendant 1 an et demi, où on a fait 2 équipes en même temps, et puis à un moment donné 3, et d'un coup on se retrouve avec une, bah, je ne vais pas dire que je me faisais chier, mais voilà, l'intensité, le rythme était différent. Et donc voilà, et finalement, un peu l'histoire qui se répète à nouveau. Samuel Scholler, avec qui j'ai toujours eu de très bons contacts et qui a été une personne importante dans mon cursus d'entraîneur, que je savais au Progrès Niederkorn, m'appelle, me dit que voilà, il va reprendre l'équipe, puisque Jeff Strasser va être démis de ses fonctions à Niederkorn, que lui qui était son adjoint avec Vivian Redel, tous les deux sur cette demi-saison vont reprendre l'équipe en gros, et qu'il aimerait renforcer le staff avec ma venue. Donc moi à ce moment-là je me dis ah oui quand même, là je vais passer en gros un peu voilà, mis de côté avec le staff promotion d'honneur à me retrouver dans un des top clubs du Luxembourg. Je me suis dit quand même, tu vois, la bascule elle est immense, tu vois. Ouais. Donc je réfléchis un peu quand même. Sam, entre-temps, ils font leur premier match de championnat quand il reprend l'intérim avec Vivian. Et finalement, je décide d'aller, go, c'est parti. Comme un peu dans le même état d'esprit quand j'ai signé à Oberkorn, je me suis dit, je ne sais pas si l'opportunité se représentera. On parle quand même du Progrès Niederkorn, que j'avais suivi lors de ses parcours en Coupe d'Europe avec les victoires qu'ils avaient fait contre les Rangers, etc. Donc j'ai dit non, allez, faut y aller. Et puis Martin, avec qui j'étais toujours en contact, même s'il avait été évincé de Rumelange, m'a dit il faut que tu y ailles, ne réfléchis pas, tu vois, vas-y, fonce. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à partir de ce qui me restait des U19, mais en sachant aussi que j'allais les laisser à mon adjoint, qui était une très très bonne personne et qui était compétente dans les fonctions, et je savais aussi très bien qu'il allait bien faire le job, tu vois. Et du coup, je me suis engagé comme ça au Progrès Niederkorn. J'ai rencontré Sam, j'ai rencontré Thomas Gilman, le président, qui ont expliqué le projet qui était clair. Voilà, il restait peut-être 9 matchs ou 10 matchs de championnat, je ne sais plus. Et l'objectif, c'était de finir européen parce qu'il n'y avait pas le choix. Je crois que l'équipe était vraiment dans une phase compliquée. Elle était 6e. Et donc, pour moi aussi, c'était quelque chose de nouveau parce que là, je côtoyais un groupe de joueurs où il y avait beaucoup d'ex-professionnels, mais où beaucoup étaient professionnels. Il y avait qui ? Il y avait Jonathan Schmidt, qui a joué plus de 300 matchs de Bundesliga. Il y avait Amadou Karamoko, qui joue aujourd'hui à Fleury en national. Il y avait maintenant, je crois qu'il y a Antoine Mazur qui joue au Standard de Liège, qui était à Belaneuve l'année dernière. Il y a Omar Natami, Sofiane Daham qui a été formé à Sochaux, qui était également professionnel. Il y avait Vincent Peunier, passé par le FC Metz, qui a joué aussi à Cholet, si je ne dis pas de bêtises, en national. Léo Jousselin, qui était au Girondins de Bordeaux, encore là, la saison dernière, et qui était formé à Marseille et à Nantes. Junior Burban, passé par Vannes et qui est aujourd'hui à QRM en national. Donc c'était autre chose. Il y avait Lars Gerson aussi qui vient de me revenir. Lars Gerson qui était international luxembourgeois, qui a joué en Islande, je crois, ou en Finlande, en première division, deuxième division, qui est quand même... voilà, c'était autre chose, un autre monde que je découvrais avec une autre exigence. Plus de séances sur la semaine, c'est la réalité aussi. Les joueurs, ils avaient un entraînement doublé. Mais là-haut, j'ai rencontré toujours, et c'est ce que je recherche, c'est humainement, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff. J'ai rencontré, Sam, je connaissais, mais j'ai rencontré Vivian Redel, avec qui j'ai pu apprendre aussi énormément de choses par son passé professionnel, par ses qualités d'entraîneur. J'ai découvert Felipe Machado, l'entraîneur des gardiens, qui était une super personne. Thomas Tayebi, préparateur physique également. Super gars. Et puis voilà, j'ai sympathisé bien évidemment avec les intendants du club, avec les kinés que je connaissais déjà aussi. Il y avait Raphaël Scordo, il y avait NS qui était nancéen, avec qui j'ai partagé la passion d'aller voir des matchs de Nancy, pendant cette période-là. Mais non, ça a été vraiment une aventure exceptionnelle humainement et sportivement. Voilà, quand on a la chance de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça et cette qualité-là, c'est autre chose, quoi. C'était entre guillemets un rêve
parce que voilà, on parle de joueurs qui ont connu à un moment donné la Ligue 1 ou la Ligue 2 ou la Bundesliga et c'est pas rien, quoi. Et moi, à côté, je venais d'enchaîner une petite ascension de la 3e division de district jusque-là. Donc, non, on fait l'aventure à Niederkorn, elle a été superbe. On fait un très bon début de cet intérim, du coup. On enchaîne, je crois, 4 ou 5 matchs sans défaite. Et après, on a un coup de mou. Alors qu'on bat du Lange, on bat Strassen, et puis on a un coup de mou. On gagne pas contre Mondorf, on gagne pas contre Pétange, et on perd un peu les places européennes à ce moment-là. Et finalement, après, on est un peu tributaire des autres résultats aussi. Et on finit la saison à une 5e place, donc en dehors des places européennes, avec tout ce qui va avec. Le parcours en coupe, il était un peu. Moi, j'ai connu qu'un match en coupe du coup, c'est celui qu'on perd en quart de finale parce que le match, les tours d'avant, j'étais pas là. Et le premier tour que Niederkorn a fait en coupe, c'était contre Rumelange. J'étais sur le banc de Rumelange à ce moment-là. Ah oui. Donc voilà, c'est le parcours de Niederkorn a commencé en coupe en battant Rumelange, tu vois. Donc c'était aussi. Vous Mais avez perdu contre qui on en a- cas? contre Vils, on a perdu 3-1, on mène 1-0. C'est Ken Corral qui ouvre le score et on perd 2-1. Je crois qu'on encaisse 2 buts en 10 minutes, quoi. Vils marque à la 90 plus 5, je crois, le 2 plus 1. Donc on était un mercredi soir en pleine semaine. Vils, c'est dans le nord du Luxembourg. À 1h30 de route, c'était long, hein, la route retour. En plus, j'avais fait la route avec le coach, c'était n'importe quoi. Enfin voilà, mais on avait bien. Voilà, aventure humaine superbe, très heureux de retravailler avec Sam. Et j'étais vraiment honoré de travailler pour le Progrès Niederkorn parce que c'est un grand club du Luxembourg voilà, qui avait son parcours et les joueurs. Et ils m'ont permis de vivre une expérience que je ne sais pas si je revivrai un jour, tu vois. Et bien évidemment, quand on regarde le parcours comme ça, beaucoup de gens diront que voilà, il ne reste pas stable, il ne reste pas dans un club. Mais la réalité, c'est est-ce qu'à ma place, quand on vous tend la main à chaque fois pour passer un étage, vous la refusez la main? Je sais pas. Donc c'est pour ça. Et à la fin de cette saison-là, en fait, pendant la saison, vers la fin, on est toujours en discussion, moi et Martin. Et voilà, je lui dis, est-ce que tu comptes reprendre un projet ou pas? Et puis, oui, et on discute. Et puis voilà, arrive après la suite de l'aventure qui s'arrête avec Niederkorn et qui s'embraye avec de nouvelles choses, quoi. Quelques mois plus tard, tu rejoins du coup ton club actuel qui est l'Avenir Beggen. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'accepter du coup ce nouveau projet? C'est après Niederkorn. Est-ce que tu t'attendais pas plutôt à peut-être aller à nouveau dans un projet de BGL League? Ouais, je vois la question. Tu vois, est-ce que là tu te retrouves à Beggen qui était en 3e division. Il descend en troisième division. Pourquoi t'as pas essayé de chercher un projet en BGL? Tu te dis, tu as fait Niederkorn, pourquoi redescendre plus bas? Ben écoute, tout simplement parce que je pense que 4 mois et demi en BGL, je pense déjà c'était déjà très bien. Et je pense que la réalité aussi, c'est que il faut pas avoir peur de le dire aussi. J'ai pas peur de le dire. Je pense que j'étais pas encore tout à fait prêt pour ce niveau-là, pour la demande de l'exigence que ça avait, parce que déjà les joueurs qui étaient là ne travaillaient pas, la plupart. Donc il faut avoir un rendement continu pour eux. Moi, je vis pas du foot, je travaille à côté. Donc il fallait être là, il y avait une grosse demande et voilà, c'est des sacrifices que honnêtement je pouvais pas faire et que je pense que j'étais pas encore en capacité de pouvoir répondre à cette exigence-là. C'est une expérience qui m'a permis de progresser, d'apprendre, de faire des rencontres. Sportivement, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses aussi, de voir comment ça travaillait à ce niveau-là. Mais voilà, à ce moment-là, je pense que j'étais pas encore prêt pour cette chose-là. Et après, moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui a peur de redescendre ou qui a peur voilà. Il y a des gens qui sont peut-être, voilà, ils se disent, moi, j'étais à ce niveau-là, j'estime que je dois rester là. Moi, je suis pas dans ce cas-là. S'il y a un projet qui m'intéresse, s'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir ailleurs ou il y a quelque chose vraiment où je sens que, voilà, ça peut le faire, alors non, on y va, tu vois. Et avec le coach, il a passé, voilà, c'est ce que moi j'étais toujours en Niederkorn. Sur la fin de saison, il commençait à avoir des entretiens avec des clubs. Et voilà, on avait ciblé aussi des fois des clubs où on se disait peut-être, tu vois. Bon, il y avait beaucoup de clubs qui se maintenaient, donc forcément, tu sais que là, c'est compliqué d'aller postuler. Le coach, lui, il avait postulé à quelques clubs. Il avait postulé à Beggen. Je crois qu'il avait contacté Damien Ratz, qui est le président de Beggen, et pour faire un rendez-vous.
Ils ont fait un rendez-vous et ils étaient satisfaits direct et ils étaient partants. Moi, après, j'ai rencontré le président de nouveau avec Martin et on a fait un point sur l'effectif parce que le club descendait de promotion d'honneur en première division. Begen, c'est un club historique au Luxembourg. C'est multiple vainqueur de la Coupe, multiple champion de Luxembourg. C'est une quinzaine de parcours européens. On voit l'AC Milan, le PSV Eindhoven, Göteborg, le Servette Genève, le Rapid Vienne. Bayern Munich. Bayern Munich, je pense que ça c'était un match amical international, mais l'Étoile Rouge de Belgrade, le FC Porto. Le dernier en date, c'est contre Ipswich en 2002. Ils ont joué le Racing Club de Lens. Tu vois, c'est un club historique au Luxembourg qui en fait, de par ses infrastructures, de par son histoire et de par le fait que voilà, c'est un club qui dégageait quelque chose, une âme, déjà sous le charme de ça. Et sous le charme de se dire, voilà, c'est un projet qui vaut peut-être le coup parce qu'ils viennent de descendre en première division. On repart d'une feuille blanche et c'est à nous d'essayer de construire quelque chose de viable. Et c'est ce qu'on a vendu au président. On lui a dit, voilà, nous, on veut repartir d'une feuille blanche. Il y avait une fin de cycle ici à Begen avec beaucoup de joueurs qui étaient là depuis quelques temps, qui avaient fait remonter le club de la première division à la promotion d'honneur, qui l'avaient maintenu. D'ailleurs, la première année, quand ils sont remontés en promotion d'honneur, pendant longtemps, je crois, ils sont dans les 6-7 premières équipes à jouer presque le haut du tableau. Et finalement, ils finissent milieu de tableau. Et l'année d'après, ils sont descendus. Mais ils sont descendus de peu. Je crois qu'ils descendent à l'avant-dernière journée, tu vois. Donc, il y avait de la qualité, mais nous, on voulait repartir d'une feuille blanche avec des joueurs qu'on connaissait, avec des joueurs plus jeunes aussi. Et du coup, je crois qu'on signe tard en plus. Je pense on doit signer, je pense, vers le début juin. Donc le mercato est déjà enclenché. On a en quelques temps, je crois peut-être en 2 semaines et demie, 3 semaines, on a signé 18 joueurs. Donc cosmopolite, parce qu'il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Luxembourgeois, il y a eu des Béninois, il y a eu des Congolais, voilà, toutes origines confondues. Et il y avait même des Ukrainiens, tu vois, on a vraiment eu de tout. Mais ça a été humainement une aventure exceptionnelle. Le groupe a été soudé directement. On a démarré la saison sur les chapeaux de roue, on a fait 10 victoires consécutives qui nous ont permis à un match d'égaler le record historique du club. Donc c'était pas rien. On fait 10 victoires d'affilée, mais il y avait une dynamique, il y avait de la réussite, il y avait plein de choses. Et donc on finit le premier tour champion d'automne. Mais c'est pareil, tu vois, on a gagné 10 matchs d'affilée, on a eu un trou d'air, on ne gagne pas 3 fois d'affilée. Et finalement, même en ayant eu 10 victoires d'affilée, les équipes derrière ont eu la même dynamique que nous parce qu'à la trêve, on finit champion d'automne à égalité de points avec le deuxième. Et du coup, en deuxième partie de saison, on essaye de se renforcer aussi. On fait venir Baptiste Fous qui nous rejoint à ce moment-là, il était passé par Rumelange aussi, qui nous rejoint. On fait venir Thomas Hungbo qui nous rejoint lui de Saint-Malo. Il était à Saint-Malo là-haut, il avait été à Dinan-Léon aussi en N3, c'était un attaquant. Et David Ali qui nous rejoint des États-Unis. Et donc on se renforce. Et sur le deuxième tour, ça a été un peu plus compliqué. Et un peu plus compliqué parce que nous, on a eu moins d'efficacité aussi à un moment donné. À 5 matchs de la fin, on perd le fauteuil de leader. On se dit, moi je suis dans la voiture, un mercredi soir, on a été jouer, on a fait un match nul à Bastendorf. J'appelle le coach et je lui dis, écoute, je pense qu'il faut qu'on prépare l'équipe pour jouer un match de barrage. Parce qu'on avait 3 points, je crois, de retard sur Sheeran. Et le match d'après, ou 4 points, je sais plus, et le match d'après, on gagne, eux ils font match nul, donc on revient à un point. On avait 5 points, pardon, 5 points, oui, 5 points, parce qu'ils font match nul, on gagne, on est revenu à 3 points. Et le match d'après, ils refont un match nul et nous on regagne et on a égalité de points avec eux à ce moment-là. On a égalité de points avec eux, on les reçoit chez nous à l'avant-dernière journée, match. Parce que nous en plus ici on a une particularité, c'est qu'on a un vrai groupe de supporters, des ultras qui sont 15 ou 20, qui chantent, qui encouragent l'équipe, chaque joueur a sa chanson. Honnêtement, c'était particulier, il y avait 500-600 personnes. Atmosphère folle, match compliqué, match haché. C'est pas notre meilleur match de la saison, honnêtement, mais on a été réaliste. On marque à la 80e, 1-0, sensation et émotion exceptionnelle.
sait qu'on le fait. C'était le match à gagner, tu vois. C'était le moment où il fallait le faire. On a gagné 1-0, on est repassé devant Chiren, alors qu'à 5 matchs de la fin, on se dit c'est fini, le train il est parti, on le reverra plus, on va finir barragiste. Et au pire, on va finir 3e et on fera rien du tout, quoi. Et finalement, dernier match, donc on repasse leader, on fait match nul à la dernière journée et on finit champion et on fait la montée, le retour en promotion d'honneur. Peu de personnes auraient parié sur ça au début de saison. Au club, au début, ce qu'il faut savoir, c'est quand on signe, le club, lui, nous fixe l'objectif de faire une saison tranquille. Ils savent que le club vient de descendre, qu'il va y avoir 18 nouveaux joueurs, que si on finit dans les 5-6 premiers, voilà, il n'y a pas de problème, le contrat est rempli. Mais nous, directement, avec le coach, on s'est dit on n'est pas venu là pour végéter en première division. L'objectif, c'est de monter en promotion d'honneur. On s'est fixé un objectif, on l'a fixé aux joueurs. L'objectif, il a été atteint avec un groupe de gars qui a été exceptionnel. Tout le monde a eu à un moment donné à jouer. Tout le monde, à un moment donné, a eu du temps de jeu. Et ça, c'était ma phrase. J'ai dit que dans une saison, on aura besoin de tout le monde, de celui qui va jouer tous les matchs à celui qui jouera 1 minute dans la saison. Et on a fini la saison. Quand on finit la saison, qu'on finit le dernier match, on a 4 U19 sur le banc de touche. 4 U19 sur le banc de touche parce que des blessés, parce que des suspendus, parce qu'on avait un effectif aussi, il faut dire la réalité, qui n'était pas aussi étoffé. Et on arrache la montée comme ça, quoi. Donc c'était une belle histoire, une belle aventure. Et certainement, c'était ma première montée et mon premier titre de champion en tant qu'entraîneur adjoint et sur une expérience senior. Et le faire avec Bayonne, ça a été magnifique, quoi. Honnêtement, et le faire revenir le club en promotion d'honneur, le ramener à un niveau plus ou moins convenable au standing du club. Voilà, maintenant on est prêt à démarrer cette nouvelle saison et à faire du mieux possible. Ton plus beau souvenir, ce titre, dans ta carrière ou pas? Oui, parce que c'est un titre et ça reste le premier en tant que sur une première équipe. Donc oui, forcément. Après, en termes d'émotion, vu que c'est sur une saison, c'est différent. Je pense sur une saison, c'est certainement l'une des plus belles, avec le titre au bout. Après, en termes d'émotion, de sensations, de choses ressenties, parce que moi, quand je vais au foot, je dis toujours je viens pour ressentir des émotions. Et c'est vrai que ça a été exceptionnel, le match de Chiren, ça a été une très très belle saison. Mais je pense honnêtement, j'ai du mal à faire un choix entre le match de barrage avec Rumlange et même le maintien avec Audin, qui a été exceptionnel. Pour moi, c'est 3 scénarios différents et toute émotion est magnifique à vivre, quoi. Et du coup, je voulais te parler aussi de David Ali. David, qui est un bon ami à moi, que je connais depuis longtemps. On était à l'APM ensemble, qui était formé aussi à la Lyre Sportive de Ventoux, qui est un club où j'ai joué il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux me raconter un peu ta rencontre avec lui, notre globetrotter des États-Unis, où il a été pendant quelques années là? Avec David, ça a été une rencontre un peu en dehors football parce que j'ai rencontré David la première fois parce que voilà, moi j'aime bien toujours les nouvelles aventures, ces choses-là. Et il y avait un film qui était tourné à l'époque avec Vincent Ladon, j'ai plus le nom, et il avait été tourné à Audintilly. Et à un moment donné, je vois qu'il cherchait dans le casting des gens pour faire un match de foot. Parce qu'il y avait une scène où Vincent, il venait en gros supporter son fils qui jouait et moi j'avais postulé parce que je me suis dit voilà, ça peut être drôle. J'ai été avec un ami et en fait j'ai rencontré David à ce moment-là, donc on discute. Il y avait d'autres personnes aussi que je connaissais, on discute. Il me dit je suis le gardien de l'APM et moi c'était l'été où je signais à Rumlange et dans la prépa on jouait l'APM de Metz. Et on se jouait une semaine après le tournage. Donc on s'est rencontrés là, on a sympathisé, on a fait le tournage et la semaine d'après on s'est vus, on s'est affrontés. C'est là aussi qu'on a rencontré Moukam, qui a joué contre nous, Yenning Bakoto aussi. L'APM avait vraiment une très très belle équipe, c'était Bertrand Antoine le coach, donc qui joue contre nous. Et finalement, moi je trouvais David très intéressant, donc on avait sympathisé, je gardais contact. Il m'a dit qu'il partait aux États-Unis, donc je me suis dit pourquoi pas, pour le futur, on sait jamais, tu vois. Et bon, d'ailleurs, c'est comme ça que Moukam a signé aussi à Rumlange. Il raconte toujours qu'il est venu voir le match avec sa femme. Il est venu, sa femme est venue voir le match et il raconte toujours, il dit qu'il a bien aimé, que c'était un coin sympa pour les enfants pendant le match et que du coup ça a joué dans sa décision, quoi. On en rigole toujours. Mais non, voilà, avec David ça s'est fait comme ça. Et puis l'année dernière, au mois de novembre, il m'écrit, il me dit qu'en gros il va revenir en Europe et que si je connaissais un club au Luxembourg. Et nous, à ce moment-là, au niveau des gardiens, c'était un peu compliqué parce que je crois qu'on avait un gardien qui était blessé ou qui n'était pas là.
Et donc, je lui dis, ben, écoute, si tu veux, potentiellement, nous, on cherche un gardien pour la deuxième partie de saison et pour le futur, quoi. Et je dis, mais après, ce serait à toi de faire tes preuves. Et lui, il m'a dit, ouais, pourquoi pas, qu'il allait réfléchir. Et finalement, il réfléchit et derrière, il me dit OK, qu'il veut venir. Donc, il rencontre la direction, le président. Nous, on lui explique un peu le projet, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'il allait être JT. Les joueurs transférés, c'est l'équivalent de mutation au Luxembourg. Et on peut en mettre que 5 sur la feuille de match. Et lui, c'était la 6e ou la 7e. Donc, on lui avait dit que s'il méritait de jouer, il jouerait. S'il ne méritait pas, ben, il ne jouera pas. C'est lui qui a démarré la phase retour. Malheureusement, ça démarre par une défaite. Et après, je crois qu'il a joué 6 matchs ou 7 matchs sur la phase retour. Voilà. Et finalement, on est resté. Moi, j'apprécie David en tant qu'homme, en tant que gardien, parce qu'il a des qualités. C'est un très bon gars. Et honnêtement, on rigole toujours, même avec ses vidéos dans les buts. Honnêtement, c'est un très très bon gardien, David. C'est une très très belle personne humainement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et il est très professionnel dans ce qu'il fait. Et je ne serais pas étonné qu'un jour il puisse aller toucher peut-être un peu plus que la promotion d'honneur avec ses qualités. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas. Ok. Aujourd'hui aussi, je voulais te demander, avec toutes tes expériences Luxembourg, et aussi en France, quelles sont pour toi les principales différences entre le foot français et le foot luxembourgeois? Du point de vue footballistique, je dirais qu'il y a surtout une différence dans l'intensité. Je pense que le football luxembourgeois demande beaucoup plus d'intensité. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de duels, à la différence de la France, où la France, c'est plutôt un jeu assez posé, assez calme, où ça essaye vraiment tout le temps de jouer au foot. Tu vois, où là, au Luxembourg, c'est un peu plus différent, où tu as des équipes qui peuvent venir te presser pendant 90 minutes, tu as des équipes qui peuvent te jouer que des transitions pendant 90 minutes. C'est assez différent. Et même, je pense que moi, le gros point de différence, c'est l'intensité. Je ne sais pas il y a forcément plus de qualité X est meilleur au Luxembourg. Je dirais quand même sur certains niveaux, certaines équipes, oui, parce que forcément, ils ont des moyens, donc ils attirent de très très bons joueurs, comme quand on était à Niederkorn. Je pense que sur le papier, l'équipe, elle aurait pu jouer peut-être à ce moment-là le haut du tableau de la Nationale 2 ou le maintien en National, parce qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui jouent à ce niveau-là. Mais non, je pense que c'est surtout la différence. Pour moi, elle se fait dans l'intensité, et on le voit à chaque fois qu'on recrute des joueurs qui nous rejoignent de France. On voit qu'il y a toujours 2-3 mois un peu de latitude entre le moment où ils arrivent au Luxembourg, qu'ils découvrent l'intensité qui est demandée pour les entraînements et pour tout ce qui va avec. Après, d'une manière générale, moi, ce qui est différent pour moi, c'est qu'aujourd'hui au Luxembourg, la BGL, la promotion d'honneur sont diffusées par RTL. Tu as des caméras 360, donc c'est un peu comme chez les pros, tout le monde peut préparer tout le monde peut analyser tout le monde. Donc tu as aussi cet outil-là qui est différent. Maintenant en France, tu as la VO qui s'est développée, mais moi quand je suis arrivé au Luxembourg, la VO n'était pas développée comme ça en France. Donc là, il y a vraiment un travail où tu peux analyser ton adversaire, tu peux le préparer sur la semaine, tu peux analyser les matchs des saisons d'avant, tu peux vraiment analyser plein de choses. Le cadre structurel, je pense qu'il est différent. Les structures d'entraînement, les terrains, les infrastructures d'une manière générale, je pense qu'ils sont... Pour retrouver ça en France, il faut que tu sois sur de la R1 ou peut-être même de la N3 des fois. Nous, il y a aussi une différence ici au Luxembourg, tu vois, c'est que sur la feuille de match, on peut mettre 16 joueurs. Il n'y a pas de changement permanent. Je pense qu'il y a tout ça qui fait que ça change un peu la dimension au-delà du terrain, au-delà de l'aspect footballistique, ça change un peu tout, tu vois. Donc honnêtement, je peux pas dire. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Oui, ça vaut de la R1, oui, ça vaut de la R2, ça vaut ci, ça vaut ça. Mais je pense que c'est au cas par cas et ça dépend des équipes. Tu vois. Je prends notre cas à nous. Par exemple, on a joué la réserve de Lusitanos. On a fait 1-1. On a joué le CA Boulet de Coco Walter. On a gagné 4-0. Est-ce que ça veut dire qu'on est une équipe de R1 du haut de tableau? On ne sait pas sur une saison l'intensité, on ne sait pas tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui à Begen, la qualité de l'équipe qu'on a par rapport aux joueurs qu'on a, parce qu'on a beaucoup de garçons qui ont joué en R1 ou qui ont joué à d'autres niveaux, je pense qu'on a le niveau d'une R1.
Moi, c'est mon avis à moi et par rapport à ce que j'ai vu aux joueurs. Mais comme je peux te dire qu'à l'époque où quand on était à Rumelange, je pense que par exemple à Rumelange, on aurait pu avoir une équipe qui jouait le maintien de la Nationale 3 parce qu'on avait beaucoup de garçons qui venaient du FC Metz, qui avaient joué avec la CFA2 ou qui avaient déjà joué en CFA2 à l'époque à Pagny-sur-Moselle ou des choses comme ça. Mais voilà, ça dépend d'un point de vue à l'autre. Et le Luxembourg reste un championnat assez hétérogène, quoi, où tu peux avoir on le sait, les 3-4 premières équipes du championnat où le niveau est vraiment élevé, et puis après tu as le reste où tu peux avoir une espèce de différence de niveau. Tu peux te retrouver avec les 2 premières équipes qui ont peut-être le niveau de la Nationale 2, donc je parle bien de la division en dessous de la Ligue 3 qui est la Nationale 1 maintenant, et tu peux avoir d'autres équipes qui seront dans le bas du tableau et qui auront peut-être le niveau du Nera. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu partout. Si on prend le dernier de la Ligue 1 en France, je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur que le champion de France, que le premier de Ligue 2 par exemple. On le voit souvent au barrage après. Donc aussi. voilà, c'est pour ça. Donc, et par exemple là, ça fait 2 années de suite ici au Luxembourg que les 4 équipes qui sont en promotion d'honneur montent en BGL. Ça fait 2 années de suite où en fait les 2 barragistes gagnent à chaque fois contre les BGL. Donc ça veut dire aussi que… Donc là, c'est les 2 premiers ils montent direct et 2 barrages. Voilà. Et ces barrages, ils jouent direct contre des BGL ou… C'est tout de suite contre les BGL sur un terrain neutre. Donc là, si tu es dans le top 4, tu as une chance de pouvoir monter en BGL League. Et vous êtes combien dans le championnat? 16. Ok. 16 et il y a 2 descentes directes et 2 barrages directs aussi. D'accord. Donc voilà, mais après, voilà, c'est un peu la différence avec le Luxembourg par rapport à la France. Moi, je dirais vraiment, si je dois retenir une chose, c'est l'intensité qui change pour moi. Donc voilà. Ensuite, aussi, je voulais te demander, depuis 2023 aussi, tu rejoues également au football. Oui. Avec l'US Metz, uniquement pour le plaisir. C'est un niveau district, c'est ça? Ouais. C'est quoi, D3, D4? D4. D4 plaisir, ça c'est bon ça. Et c'est important pour toi de garder un pied sur le terrain en tant que joueur. Pourquoi tu t'es dit, je vais rejouer un peu au foot? C'est ton côté un peu hyperactif justement de t'occuper encore plus? En fait, déjà, il faut dire comment ça s'est fait. C'est parce que j'avais toujours gardé contact avec Seb, parce que lui, il avait gardé là-haut l'équipe, et puis en parallèle, il avait repris des jeunes à Niederkorn, puis les dames, l'équipe première dame. Et un jour, au retour de discussion, il me dira, mais vas-y, fais ta licence, viens jouer le dimanche matin. Il y a Sam Scholler avec qui j'avais travaillé. Il y a Corentin Morera qui était mon ancien adjoint qui joue aussi. Il y a des gens que je connais qui sont dans la quarantaine, qui jouent là. Et voilà, il m'a dit, viens, c'est football plaisir, on joue, on rigole. Et c'est vraiment football plaisir. Il n'y a pas de voilà, on arrive, on essaie. On reste des compétiteurs, même si on perd 5-0, on veut jouer. Il y en a toujours un à un moment donné qui dégoupille un peu, qui râle. Mais non, c'est vraiment. J'avais envie de rester. Je me suis dit, voilà, j'ai encore l'âge de le faire et de pouvoir le faire, de pouvoir jouer au foot. Je me suis dit, je suis encore en pleine possession de mes moyens, autant en profiter et autant le faire. Et en plus, je peux jouer avec mes amis. Donc, c'était ça que je regardais aussi. Et donc, je me suis dit, voilà, le dimanche matin, bon, c'est sûr, ça fait le marathon des fois, parce que le dimanche matin, je vais jouer, puis le dimanche après-midi, je suis sur les bancs de touche et tout ce qui va avec. Et sans compter tous les matchs que je vais voir des fois les week-ends. Des fois, dans un samedi, je peux aller voir 3 matchs à 14h, à 17h et à 20h. Donc, mais je pense que, ouais, il y a un peu de mon côté hyperactif. Il y a un peu de mon côté où j'ai envie de déconner, de rigoler et de jouer encore au foot. Et puis surtout, je pense que c'est important aussi de garder un contact avec le terrain. Quand j'étais arbitre, ça m'a donné… je sais ce que c'est d'être arbitre, je sais ce qu'on subit, entre guillemets, que ce soit des joueurs, que ce soit des adversaires. Mais je pense que l'arbitrage m'a permis aussi d'être au cœur du jeu et de découvrir une autre vision du football. Et moi, je le dis toujours, il ne faut pas oublier que sans arbitre, il n'y a pas de match. Et s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de football. Donc, on peut faire comme on veut, mais il nous faut des arbitres. Et je pense que c'est important. Et les gens oublient que souvent, et oublient aussi que voilà, ça reste un être humain et qu'il fait des erreurs. Et moi, des fois, je suis assez indulgent sur le banc. Même si j'ai une réaction humaine ou d'un coup, voilà, quand il fait une erreur, ça peut m'agacer sur le coup, mais je redescends très vite parce que je me dis, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et j'ai toujours un peu de mal avec des fois quand on dit oui, mais c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de l'arbitre. C'est pas l'arbitre qui a marqué contre ton équipe ou c'est pas l'arbitre qui t'a fait perdre. Oui, il y a des décisions, mais il y a des décisions qui jouent peut-être en ta défaveur, mais il y a toujours quelque chose qui aurait pu faire en sorte de l'éviter. Donc je me dis, on ne peut pas juste reprocher des fois à l'arbitrage de coûter des points, c'est pas vrai. Et on a besoin d'arbitres et ils font des erreurs comme les joueurs font des erreurs, comme les coachs ont fait des erreurs des fois dans les choix, dans ces choses-là.
Et je pense que c'est important aussi de le dire que il y a besoin d'arbitres, tu vois. Je pense que aujourd'hui, honnêtement, si je serais pas entraîneur, je pense que demain, si je devrais rester sur le terrain, je dirais que je ferais une licence d'arbitre parce que je prenais du plaisir à faire ça et que c'est quelque chose qui me donne envie, quoi. Donc voilà. Donc si un jour peut-être l'envie de coacher me passe, peut-être que je remettrai la tunique, je sais pas. Mais non, en tout cas pour l'instant, pour en revenir au foot, non, c'est surtout prendre du plaisir, jouer avec les amis le dimanche matin. Et surtout, ça donne des souvenirs assez mémorables, quoi. Donc, non, c'est surtout ça, c'est faire un maximum de souvenirs et profiter un maximum du temps qu'on a et les années, parce que ça passe vite aussi. Donc voilà, mais non, surtout des cas de plaisir, comme tu dis. Ok. Et si tu devais te définir un petit peu comme style entraîneur, c'est quoi? C'est quoi ton style de management et tes valeurs que tu cherches à transmettre à tes joueurs? Déjà, de par mes origines italiennes, je dirais que j'ai une philosophie un peu plus italienne, sans dire catenaccio, parce que c'est pas forcément vrai. Je suis pas forcément quelqu'un qui aime bien jouer la défense pour jouer la défense. Ma philosophie foot, je dirais plutôt qu'il faut être efficace avec le ballon, être efficace. Si on n'est pas en capacité d'avoir la balle et qu'on n'arrive pas à faire déjouer l'adversaire par le jeu, alors il faut faire déjouer l'adversaire par le fait d'être bien compact, d'être costaud défensivement, de ne pas encaisser et de le faire déjouer lui-même tout seul, en fait. Qu'on soit en capacité à ce moment-là de jouer des transitions ou d'être efficace dans ce qu'on va faire. Si on n'est pas efficace avec le ballon, il faut être efficace défensivement. Parce que tant qu'on est efficace défensivement, on prendra au moins un point et l'adversaire fera au moins une erreur à un moment donné. Mais comme j'adore tout autant avoir le ballon et jouer avec la balle, mais mon obsession, c'est pas forcément d'avoir le ballon. Si je compare par exemple avec Marcin, le coach avec qui je travaille, lui est un peu plus obsessionné par le fait d'avoir le ballon. Pour lui, avoir le ballon, c'est important, même si c'est pas une finalité. Avoir la balle n'est pas une finalité parce que l'objectif c'est d'être efficace aussi. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien parce que, et qu'on s'accorde bien. Où lui il veut la balle, il veut jouer au ballon. Et où j'estime qu'on doit être rigoureux défensivement, qu'on doit être costaud et qu'on doit être capable aussi à des moments donnés de pas subir, de subir mais sans être mis en difficulté et d'être efficace avec la balle. Donc moi je suis plus sur cette philosophie-là. Maintenant, après en termes de management, je suis beaucoup dans l'humain. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir des rapports humains avec les gens, qui aime bien discuter avec eux. Et je pense que c'est comme ça aussi que je me nourris dans mes expériences et toutes les expériences que j'ai faites. C'est que partout où je suis passé, j'ai essayé de me nourrir de l'histoire de chaque club, d'aller à la guerre avec le maillot que je porte en fait. C'est-à-dire que voilà, quand j'étais à Rue-Blanche, par exemple, je me suis nourri de l'histoire du club. Le président m'avait donné un bouquin qui racontait un peu l'histoire du club. Voilà, je me nourrissais de ça pour les valeurs, tu vois, pour les valeurs à retranscrire sur le terrain, parce que on est que de passage dans le club où il est, et c'est important, je pense, de véhiculer les valeurs du club et l'histoire qui va avec. Et là, à Beigen, voilà, c'est un ancien club historique et on essaye, et moi j'essaye aussi de véhiculer ça auprès des joueurs, que voilà, on a une image, on a quelque chose, et moi je pense que c'est important, et c'est ça aussi qui fait que je pense que j'ai aussi un côté humain qui est assez développé. C'est parce que j'adore parler avec les gens, j'adore parler avec les joueurs. Et je pense que ça va au-delà juste d'être l'entraîneur et le joueur. Je pense que ça va aussi, voilà, l'humain est important et qu'il faut savoir décupler ça pour gagner des matchs aussi. Je pense que c'est important, un peu à la Pascal Duprat, un peu à ces choses-là, parce que je pense que l'humain et l'émotionnel a une place forte dans le football. Il y a la qualité, il y a des choses comme ça. Oui, c'est vrai, il y a la tactique, tout ça. Mais sans l'humain, sans l'émotionnel et sans les hommes d'une manière générale, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça. Et je vais à la guerre avec le maillot que je porte. Et pour moi, c'est le collectif qui doit gagner à la fin. Donc je dirais plutôt que voilà, je suis un peu dans une philosophie où il faut être efficace dans ce qu'on fait. Si on a la balle, il faut être bon. Et si on ne l'a pas, il faut être bon. Ok. Et en dernière question, je voulais te demander quels sont désormais aussi tes objectifs pour les prochaines années? T'imagines-tu un jour devenir entraîneur principal à plein temps au plus haut niveau ou entraîneur adjoint et également aussi à plein temps au plus haut niveau? On m'a déjà dit beaucoup de fois, ouais, pourquoi tu ne deviens pas entraîneur principal, machin. La réalité, c'est que j'ai que 25 ans. J'ai que 25 ans. Mon parcours avec ce que j'ai fait, avec toute proportion gardée, je pense que jusqu'à maintenant, il est plutôt bien, sans être forcément exceptionnel, que ce que j'ai fait, c'est bien.
Maintenant, il faut savoir aussi dire à un moment donné, voilà, moi actuellement, est-ce que j'ai envie de dire, comme tout le monde a peut-être rêvé à un moment, j'ai envie d'entraîner en Ligue des Champions, j'ai envie d'être sélectionneur de ci, de ça. Je ne vais pas dire que c'est mon rêve, parce que c'est pas vrai. Je pense qu'aujourd'hui, moi, si un jour on me dit, écoute, tu vis juste de ta passion, c'est-à-dire que j'ai le minimum footballistique pour vivre, je dirais oui. Si je dois faire 30 ans en gagnant le minimum, mais que je vis que de ma passion, je dirais oui. Mon objectif, c'est ça, c'est juste de vivre de ma passion, parce que le football, c'est ce qui me fait vivre. Je me sens vivant sur un terrain, je me sens vivant autour des terrains. Quand je regarde des matchs, des fois, les gens ils me disent « mais tu regardes pas un match comme nous ?» Ben non, moi je regarde un match en analysant l'adversaire, en regardant les deux équipes, comment ils jouent, qui va faire. Enfin, c'est ma façon de voir le foot et j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir ces choses-là et je pense que voilà, j'ai pas d'ambition de dire je veux finir. Il faut des ambitions dans la vie, bien sûr. Demain, si je suis entraîneur adjoint en Ligue 3, en Ligue 2, en Ligue 1 ou même en National 2, voilà, bien sûr qu'on la prend l'opportunité, ça c'est sûr. Mais si demain je dois faire toute ma vie en étant à ces niveaux-là et que je dois travailler, ben, je le ferai aussi. Et moi, je regarderai juste mon parcours et je me dirai que ce que j'ai fait, ben, j'en suis fier. C'est ce que je me dis. Je me fixe pas d'étape. Je me dis, jusqu'à maintenant, je m'en suis jamais fixé. Ça m'a amené jusque ça où ça m'a amené jusqu'à découvrir la BGL. Donc, je pars plutôt dans ce principe-là et de saisir l'opportunité au moment donné quand elle arrive. Donc voilà, j'avance plutôt comme ça. Et puis, je fais au feeling et aussi en me disant que pour moi, dans la vie, tout est tracé et que rien n'arrive par hasard et qu'à un moment donné, si l'opportunité doit se présenter, ben, elle arrivera et si elle ne vient pas, elle ne vient pas. Et on n'en fera pas tout un état d'âme et c'est que ça ne devait pas arriver et puis c'est tout. Ok, si tu devais te définir en un mot toute ta carrière pour l'instant que tu as parcouru, ça serait lequel? La détermination, je dirais. Détermination. Ça sera le mot de la fin. Merci à toi, Pierre. Merci à toi, Hugo. C'était un vrai plaisir. Vraiment un plaisir d'avoir fait cette interview avec toi. J'espère qu'elle plaira à beaucoup de gens, que ce soit en France ou au Luxembourg. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas déjà à la liker, à la partager, mais aussi à s'abonner sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Mais également aussi, elle sera à retrouver un peu plus tard aussi sur les plateformes d'écoute. Je le rappelle, Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, que ce soit des questions pour Pierre, que ce soit des questions pour l'avenir Bacon ou que ce soit aussi également vos volontés de prochains invités aussi sur la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Salut! Il a dit petit, va faire un